Il y a 66 millions d'années, dans ce que nous connaissons aujourd'hui comme la péninsule du Yucatan, un astéroïde de 10 km voyageant à 72 000 km par heure a pénétré l'atmosphère terrestre en quelques secondes. Ce qui s'est passé durant la première heure après l'impact a transformé une planète dominée par des dinosaures de 15 mètres et des reptiles marins de 20 mètres en un enfer où la température de l'air a atteint 300 degrés Celsius, où des ondes de choc ont voyagé à la vitesse du son en vaporisant tout dans un rayon de 1500 km, et où des roches en fusion ont été lancées dans l'espace pour revenir sous forme de météores incandescents qui ont enflammé 70% des forêts mondiales. Ce fut l'heure la plus meurtrière que la planète Terre ait jamais connue, quand 75% de toutes les espèces vivantes ont cessé d'exister avant que les 60 premières minutes ne se terminent. Abonnez-vous à la chaîne, laissez votre like et commentez de quelle partie du monde vous regardez. Installez-vous confortablement et détendez-vous. Commençons. Il y a 66 millions d'années, dans ce qui constitue aujourd'hui la péninsule du Yucatan, un astéroïde de 10 km de diamètre voyage à travers l'espace à une vitesse de 72 000 km par heure. Sa trajectoire, tracée depuis des millénaires, l'amène inexorablement vers une planète bleue et verte, grouillante de vie, où règnent les dinosaures depuis plus de 165 millions d'années. Ce bloc de roche et de métal, aussi large que le mont Everest, porte en lui la fin d'une ère et le commencement d'une autre. Dans quelques instants, il va frapper la Terre avec une force équivalente à 10 milliards de bombes atomiques explosant simultanément. L'heure qui suivra à cet impact sera la plus meurtrière que notre planète ait jamais connue. Une période de 60 minutes durant laquelle 75% de toutes les espèces vivantes cesseront d'exister. Chers voyageurs, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble cette heure fatidique, minute par minute, pour comprendre comment un seul événement a pu transformer radicalement la vie sur Terre. Nous allons découvrir ce qui s'est passé durant ces 60 minutes apocalyptiques, comment la planète entière a basculé du jour à la nuit, du vivant au néant, et comment quelques créatures ont miraculeusement survécu pour donner naissance au monde que nous connaissons aujourd'hui. Avant de commencer ce voyage dans le temps, n'oubliez pas de soutenir cette chaîne en aimant cette vidéo et en vous abonnant pour ne rien manquer de nos prochaines explorations. Merci de nous rejoindre pour cette plongée dans l'heure la plus meurtrière de l'histoire de la Terre. Pour comprendre pleinement l'ampleur de ce qui va se produire, il faut d'abord visualiser la Terre telle qu'elle était à la fin du Crétacé. Le monde de cette époque ne ressemble pas tout à fait au nôtre. Les continents ne sont pas encore à leur place actuelle. L'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud sont séparées par une vaste mer. L'Inde est une île isolée qui dérive lentement vers l'Asie. L'Afrique et l'Amérique du Sud se sont déjà séparées, créant l'océan Atlantique qui continue de s'élargir. Le climat global est beaucoup plus chaud qu'aujourd'hui. Il n'y a pas de calottes glaciaires au pôle. Les océans sont plus hauts, inondant de vastes parties des continents actuels. Des mers peu profondes couvrent l'intérieur de l'Amérique du Nord, divisant le continent en deux masses terrestres distinctes. Dans cet environnement tropical et subtropical qui s'étend sur presque toute la planète, la vie prospère avec une exubérance inimaginable. Les dinosaures dominent tous les écosystèmes terrestres. Des géants comme le tyrannosaure et le tricératops parcourent les plaines et les forêts d'Amérique du Nord. En Amérique du Sud, des titanosaures gigantesques, pesant jusqu'à 70 tonnes, broutent tranquillement la végétation luxuriante. En Asie, des hadrosaures à bec de canard se déplacent en troupeaux immenses, leurs cris résonnant dans les vallées. En Afrique, des prédateurs encore inconnus de la science chassent des herbivores tout aussi mystérieux. Les océans ne sont pas en reste. Des reptiles marins géants règnent sur les profondeurs. Les mosasaures, cousins des lézards modernes, peuvent atteindre 15 mètres de long. Ils sont les super prédateurs des mers, chassant poissons, tortues et même d'autres reptiles marins. Les plésiosaures, avec leurs longs coups serpentins et leur corps massif, glissent gracieusement à travers les eaux tièdes, utilisant leurs 4 nageoires comme des ailes pour voler sous l'eau. Les élasmosaures, avec des coups comportant jusqu'à 72 vertèbres, peuvent mesurer 14 mètres de long. Dans les profondeurs, des requins primitifs et des poissons osseux abondent. Les ammonites, ces céphalopodes à coquilles spiralées, peuplent tous les océans, des côtes peu profondes aux abysses profonds. Certaines espèces ne mesurent que quelques centimètres, tandis que d'autres atteignent 2 mètres de diamètre.
Le ciel n'appartient pas seulement aux oiseaux. Les ptérosaures, ces reptiles volants qui partagent le ciel depuis des millions d'années, sont toujours présents. Le Quetzalcoatlus, avec une envergure pouvant atteindre 12 mètres, est le plus grand animal volant ayant jamais existé. Ces créatures majestueuses planent au-dessus des plaines, chassant de petits dinosaures et des poissons. À leur côté, les premiers oiseaux modernes commencent à se diversifier. Descendants des dinosaures théropodes à plumes, ils occupent des niches écologiques que les ptérosaures ne peuvent exploiter. Leurs plumes perfectionnées et leur métabolisme élevé leur donnent un avantage dans certains environnements. La végétation du Crétacé supérieur est un mélange fascinant de l'ancien et du nouveau. Les conifères, les fougères et les cycas, qui dominaient les paysages du Jurassique, sont encore présents en grand nombre. Mais les plantes à fleurs, apparues relativement récemment dans l'histoire de la Terre, connaissent une expansion explosive. Les magnolias, les lauriers, les platanes et les premiers chênes commencent à dominer les forêts. Ces plantes à fleurs ont développé une relation symbiotique avec les insectes pollinisateurs. Les abeilles, les papillons et les coléoptères se sont diversifiés en parallèle avec les fleurs, créant un réseau complexe de dépendance mutuelle. Les prairies n'existent pas encore. Les herbes n'apparaîtront qu'après l'extinction des dinosaures. À leur place, des fougères et des plantes à fleurs basses couvrent les espaces ouverts. Dans ce monde verdoyant, de petites créatures discrètes vivent dans l'ombre des géants. Les mammifères existent depuis plus de 150 millions d'années, mais ils sont restés petits et relativement peu diversifiés. La plupart ne sont pas plus gros qu'un rat ou un chat. Ils sont nocturnes, évitant les dinosaures qui dominent le jour. Leurs adaptations à la vie nocturne incluent une excellente ouïe, un odorat développé et des vibrisses sensibles. Leur métabolisme élevé et leur fourrure leur permettent de maintenir une température corporelle constante, un avantage dans les nuits fraîches. Ils se nourrissent principalement d'insectes, de vers, de graines et parfois d'œufs. Certaines espèces ont développé des capacités d'escalade, vivant dans les arbres où ils sont relativement en sécurité. D'autres creusent des terriers complexes où ils peuvent se réfugier et élever leurs petits. Ces créatures insignifiantes deviendront les héros de notre histoire, car ce sont leurs descendants qui hériteront de la Terre après la catastrophe. Les crocodiles et les tortues, qui existent depuis le Trias, ont parfaitement réussi à s'adapter à différents environnements. Les crocodiles du Crétacé incluent des formes terrestres, semi-aquatiques et marines. Certaines espèces sont entièrement végétariennes, avec des dents plates pour broyer les plantes. D'autres sont des super prédateurs capables de s'attaquer aux dinosaures. Les tortues marines géantes, comme Archelon, mesurent 4 mètres de long et pèsent plus de 2 tonnes. Leur carapace massive les protège de la plupart des prédateurs, bien que les plus gros mosasaures puissent encore les attaquer. Dans les rivières et les lacs d'eau douce, une vie tout aussi riche prospère. Des crocodiles d'eau douce chassent des poissons et de petits dinosaures qui viennent boire. Des tortues d'eau douce se prélassent sur les berges. Des salamandres géantes, certaines mesurant plus d'1 mètre de long, se cachent sous les rochers. Les poissons d'eau douce incluent des esturgeons primitifs, des poissons poumons, et les ancêtres des perches et des brochets modernes. Les insectes aquatiques abondent. Les libellules géantes, avec des envergures atteignant 15 cm, chassent d'autres insectes au-dessus de l'eau. Leurs larves aquatiques sont des prédateurs voraces, s'attaquant aux têtards, aux petits poissons et à tout ce qu'elles peuvent saisir avec leurs mâchoires extensibles. Les forêts du Crétacé supérieur résonnent des sons d'une vie intense. Les dinosaures herbivores brisent les branches et arrachent les feuilles. Les carnivores rugissent pour marquer leur territoire ou communiquer avec leurs congénères. Les ptérosaures poussent des cris stridents en volant. Les oiseaux chantent dans les arbres, les insectes bourdonnent et stridulent, les grenouilles coastent près des points d'eau. C'est un monde bruyant, vivant, en équilibre après des millions d'années d'évolution. Mais cet équilibre est sur le point d'être anéanti. Dans l'espace, l'astéroïde poursuit sa course implacable. Il a voyagé pendant des millions, peut-être des milliards d'années, depuis sa formation dans la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Une collision avec un autre astéroïde où l'influence gravitationnelle de Jupiter l'a dévié de son orbite stable, l'envoyant dans le système solaire intérieur. Pendant des millénaires, il a traversé le vide spatial, passant peut-être près de Vénus, contournant la Lune, avant de se retrouver sur une trajectoire de collision avec la Terre. Sa composition est un mélange de roches silicatées et de métaux, principalement du fer et du nickel. Sa surface est criblée de cratères, cicatrices de milliards d'années d'impact avec d'autres débris spatiaux.
Sa température est proche du zéro absolu, refroidie par l'éternité passée dans l'espace profond. À 150 millions de kilomètres, le Soleil brille, inconscient du drame qui va se jouer. Sur Terre, c'est une journée ordinaire à la fin du Crétacé. Dans la région qui deviendra le Mexique, le Soleil se lève sur une mer peu profonde bordée de récifs de coraux et de mangroves primitives. Des tortues marines nagent près de la surface. Des poissons tropicaux colorés explorent les récifs. Sur les plages, des ptérosaures se reposent, leurs ailes pliées contre leur corps. Dans les forêts intérieures, des hadrosaures commencent leur journée de pâturage. Des tyrannosaures se réveillent dans leur tanière, prêts à chasser. De petits mammifères qui ont passé la nuit à chercher de la nourriture retournent dans leur terrier pour dormir pendant la journée chaude. Rien n'indique que dans quelques heures, tout cela cessera d'exister. L'astéroïde pénètre dans la sphère d'influence gravitationnelle de la Terre. À cette distance, l'attraction de notre planète commence à affecter sa trajectoire, l'attirant inéluctablement vers elle. Sa vitesse augmente alors qu'il tombe vers la Terre, accéléré par la gravité. À 50 000 km, il voyage à 75 000 km par heure. À 10 000 km, il atteint 80 000 km par heure. Les lois de la physique sont implacables. L'énergie cinétique contenue dans cette masse de roches et de métal en mouvement est colossale, équivalente à environ 100 millions de mégatonnes de TNT. Dans l'espace, le silence est total. Il n'y a pas d'air pour transmettre le son. L'astéroïde approche dans un silence de mort. Sur Terre, personne ne peut le voir venir. Il n'y a pas de civilisation pour observer le ciel et détecter la menace. Les dinosaures, malgré leur longue domination de la planète, n'ont pas développé la conscience nécessaire pour comprendre ce qui va leur arriver. Ils continuent leurs activités quotidiennes, ignorant de leur destin imminent. Les mammifères dorment dans leurs terriers, les reptiles marins chassent dans les profondeurs, les insectes butinent les fleurs, la vie continue, insouciante. L'astéroïde atteint l'atmosphère terrestre. À 100 km d'altitude, il commence à interagir avec les molécules d'air les plus ténues. À sa vitesse phénoménale, même cet air raréfié crée une friction intense. La surface de l'astéroïde commence à chauffer. À 90 km, la friction devient significative. L'air devant l'astéroïde est comprimé si rapidement qu'il n'a pas le temps de s'écarter. Cette compression soudaine chauffe l'air à des températures dépassant 10 000 degrés Celsius, plus chaud que la surface du Soleil. L'astéroïde commence à briller, devenant une boule de feu visible à des centaines de kilomètres à la ronde. À 80 km d'altitude, l'astéroïde traverse la thermosphère, laissant derrière lui une traînée de plasma incandescent longue de plusieurs kilomètres. L'onde de choc qui le précède commence à chauffer l'atmosphère environnante. À 70 km, il entre dans la mésosphère. La friction devient intense. La surface de l'astéroïde fond et s'évapore, créant une pluie de gouttelettes de roches en fusion qui tombent vers la Terre. Mais la masse de l'astéroïde est si grande que cette ablation ne ralentit pratiquement pas sa descente. À 60 km, il traverse la stratosphère. L'onde de choc devant lui crée une bulle de plasma si chaude qu'elle commence à ioniser l'atmosphère, créant des réactions chimiques qui n'existent normalement pas sur Terre. À 50 km d'altitude, l'astéroïde entre dans la troposphère, la couche de l'atmosphère où se forment les nuages et où souffle le vent. La pression atmosphérique augmente considérablement. L'astéroïde traverse les nuages en une fraction de seconde, vaporisant instantanément les gouttelettes d'eau. L'onde de choc qui le précède crée un grondement assourdissant, un rugissement si puissant qu'il pourrait être entendu à 1000 km de distance si quelqu'un était là pour l'entendre. Mais à cette distance, le son n'a pas encore eu le temps d'arriver. La lumière voyage plus vite que le son. Ce que les créatures au sol voient en premier, c'est un nouveau soleil apparaissant soudainement dans le ciel, brillant d'une lumière blanche aveuglante. À 40 km, l'astéroïde continue sa plongée. L'air autour de lui est si chaud qu'il brille comme une étoile. Les animaux qui lèvent les yeux vers le ciel voient cette lumière terrible, mais leur cerveau ne peut pas comprendre ce qu'elle signifie. Certains dinosaures rugissent d'alarme, les ptérosaures dans le ciel paniquent et cherchent à fuir, mais il n'y a nulle part où aller. Les oiseaux dans les arbres s'envolent, leurs instincts leur disant que quelque chose de terrible approche. Les mammifères dans leurs terriers sentent les vibrations dans le sol et se recroquevillent au fond de leur refuge. Les reptiles marins plongent vers les profondeurs, cherchant instinctivement la sécurité. À 30 km, l'astéroïde a traversé les 3/4 de l'atmosphère. Son voyage à travers l'air n'a duré que quelques secondes, mais dans ces secondes, il a libéré une quantité d'énergie équivalente à des millions de bombes.
l'onde de choc atmosphérique commence à affecter le sol en dessous. Les feuilles des arbres tremblent, les plans d'eau se rident. Les animaux les plus sensibles commencent à ressentir une pression dans leurs oreilles. À 20 km, la lumière est si intense qu'elle commence à brûler tout ce qui est exposé directement. Les feuilles au sommet des arbres commencent à fumer. La peau des dinosaures exposés commence à chauffer dangereusement. Les ptérosaures en vol commencent à sentir leurs ailes se dessécher sous la chaleur intense. À 10 km d'altitude, l'astéroïde est visible comme un objet distinct, une masse rocheuse incandescente tombant du ciel à une vitesse impossible à concevoir. Les 5 dernières secondes de son voyage commencent. À 8 km, l'onde de choc devant lui commence à aplatir les nuages. À 6 km, elle atteint le sol, créant des vents de plus de 1000 km par heure qui commencent à déraciner les arbres à des dizaines de kilomètres du point d'impact prévu. À 4 km, la chaleur radiante est si intense que les forêts en dessous commencent à s'enflammer spontanément. À 2 km, tout être vivant dans un rayon de 100 km qui regarde vers le ciel est instantanément aveuglé par la lumière. À 1 km, l'astéroïde entre dans sa dernière seconde d'existence en tant qu'objet distinct. Le sol en dessous commence à onduler sous la pression de l'onde de choc. L'eau de la mer peu profonde est repoussée, créant un creux temporaire de plusieurs mètres de profondeur. À 500 mètres, le bruit est si fort qu'il dépasse tout ce que la Terre a jamais connu. À 100 mètres, l'astéroïde et l'air qui l'entoure forment une boule de plasma plus chaude que l'intérieur d'une étoile. À 10 mètres, le temps semble se figer pour un instant infinitésimal avant l'impact. Puis, à exactement 10 heures, 23 minutes et 47 secondes du matin, heure locale, l'astéroïde frappe la Terre. L'impact se produit dans une mer peu profonde, à l'endroit qui sera un jour connu sous le nom de Chicxulub. L'astéroïde frappe avec une force qui défie l'imagination humaine. En une fraction de seconde, une énergie équivalente à 100 millions de mégatonnes de TNT est libérée. C'est 1 milliard de fois plus puissant que les bombes atomiques larguées sur Hiroshima et Nagasaki. C'est suffisant pour vaporiser instantanément un volume de roche équivalent au mont Everest. La première milliseconde après l'impact est un enfer de physique extrême. L'astéroïde, voyageant à 72 000 km par heure, rencontre la résistance solide de la croûte terrestre. Mais à cette vitesse, même la roche solide se comporte comme un fluide. L'astéroïde ne ralentit pas. Il pénètre dans la croûte terrestre comme une balle traversant de l'eau. Les forces en jeu sont si immenses que la matière elle-même change d'état. La roche de l'astéroïde et celle de la croûte terrestre sont instantanément vaporisées. Elles ne fondent pas, elles ne se fissurent pas. Elles passent directement de l'état solide à un état de plasma surchauffé. La température au point d'impact dépasse 50 000 degrés Celsius. C'est 5 fois plus chaud que la surface du Soleil. À cette température, les atomes eux-mêmes sont déchirés, leurs électrons arrachés, créant un nuage de particules chargées électriquement. Ce plasma se dilate à une vitesse supersonique, vaporisant tout sur son passage. Dans les 10 premières millisecondes, un volume de roche et d'eau équivalent à plusieurs kilomètres cubes est transformé en gaz chaud qui se dilate à des milliers de kilomètres par heure. L'onde de choc créée par l'impact se propage dans toutes les directions. Dans la roche, cette onde voyage à environ 6 km par seconde. Elle comprime la roche devant elle à des pressions dépassant 1 million d'atmosphères. Sous de telles pressions, même les roches les plus dures deviennent plastiques et se déforment comme de l'argile. L'onde de choc crée ce qu'on appelle des métamorphismes de choc, transformant la structure cristalline des minéraux. Le quartz ordinaire est transformé en quartz choqué avec des structures que l'on ne trouve nulle part ailleurs dans la nature. Ces signatures du choc seront découvertes des millions d'années plus tard par les scientifiques, leur permettant de confirmer l'impact. Dans les 100 premières millisecondes, l'astéroïde a complètement pénétré la croûte terrestre. Il traverse les couches sédimentaires accumulées au fond de la mer peu profonde, des roches calcaires riches en gypse et en anhydrite. Ces roches contiennent d'énormes quantités de soufre. Lorsque l'onde de choc les frappe, le soufre est instantanément vaporisé et projeté dans l'atmosphère. Des centaines de milliards de tonnes de soufre sont libérées en quelques secondes. Ce soufre jouera un rôle crucial dans les mois et les années à venir, contribuant à plonger la Terre dans un hiver d'impact prolongé. Mais pour l'instant, il se contente de s'ajouter aux nuages de débris qui commencent à se former. L'astéroïde continue à pénétrer dans la croûte terrestre. Après 0,2 de seconde, il a creusé un trou de plusieurs kilomètres de profondeur. La roche déplacée n'a nulle part où aller sauf vers le haut et vers l'extérieur.
Un rideau de roches en fusion commence à s'élever autour du point d'impact, créant un cratère qui s'agrandit à chaque fraction de seconde. Ce cratère ne se forme pas par excavation, comme un trou creusé dans le sable. Il se forme par un processus appelé cratering par impact, où la roche est simultanément vaporisée, fondue, fracturée et déplacée. Les forces en jeu sont si violentes que la roche se comporte de manière qui serait impossible dans des conditions normales. Une demi-seconde après l'impact, l'astéroïde a libéré la moitié de son énergie cinétique. Le cratère mesure maintenant 10 km de diamètre et 5 km de profondeur, mais il continue à grandir. La roche à la base du cratère est sous une pression tellement intense qu'elle est forcée vers le bas, créant une dépression qui s'enfonce profondément dans la croûte terrestre. En même temps, la roche sur les bords est projetée vers l'extérieur et vers le haut à des vitesses dépassant 1000 km par heure. Des blocs de roche de la taille de maison sont lancés dans l'air comme des confettis. Certains de ces blocs seront projetés avec une telle force qu'ils atteindront l'espace, échappant temporairement à l'attraction gravitationnelle de la Terre. Une seconde après l'impact, l'astéroïde a complètement disparu. Il a été entièrement vaporisé et intégré dans le nuage de débris en expansion. Son existence en tant qu'objet distinct a pris fin. Mais son énergie continue à se propager. Le cratère mesure maintenant 20 km de diamètre et commence à approcher sa taille finale. La profondeur atteint 30 km, pénétrant à travers toute la croûte terrestre et entrant dans le manteau supérieur. À cette profondeur, la roche est normalement dans un état semi-plastique, se déplaçant lentement sur des échelles de temps géologiques. Mais l'impact l'a liquéfié instantanément, créant un lac de magma au fond du cratère. 2 secondes après l'impact, le cratère a atteint un diamètre de 40 km. Mais quelque chose d'étrange commence à se produire. La roche au centre du cratère, qui a été comprimée et enfoncée vers le bas, commence à rebondir. C'est comme lorsqu'on laisse tomber une pierre dans l'eau et qu'on observe les ondulations qui se forment. La roche, bien que solide, se comporte comme un liquide visqueux à ses échelles de pression et de temps. Un pic central commence à s'élever au milieu du cratère, poussé vers le haut par la pression énorme des roches environnantes. Ce pic s'élève rapidement, atteignant plusieurs kilomètres de hauteur en quelques secondes. 3 secondes après l'impact, le pic central atteint son apogée, s'élevant à plus de 10 km au-dessus du fond du cratère. Pendant un moment, il dépasse même le niveau original du sol, mais la gravité ne peut pas permettre une telle structure instable d'exister. Le pic s'effondre sur lui-même, créant une série d'anneaux concentriques qui se propagent vers l'extérieur. Ces anneaux formeront finalement la structure complexe du cratère de Chicxulub, avec ces anneaux multiples visibles encore aujourd'hui sous les sédiments du Yucatan. 4 secondes après l'impact, l'onde de choc sismique a parcouru 24 km à travers la croûte terrestre. Elle a atteint la roche solide et stable au-delà de la zone d'impact immédiate. Ici, elle cesse de vaporiser et de fondre la roche, mais elle crée toujours des dommages massifs. Des fractures s'ouvrent dans le substrat rocheux. Des failles géologiques qui étaient restées stables pendant des millions d'années glissent soudainement. L'onde sismique se propage à travers la croûte terrestre comme une vague dans l'océan, mais beaucoup plus puissante. C'est l'équivalent d'un tremblement de terre de magnitude 11 sur l'échelle de Richter. Une telle magnitude n'existe même pas sur l'échelle car elle a été conçue pour mesurer des tremblements de terre terrestres normaux et rien de normal ne se produit ici. 5 secondes après l'impact, le cratère a atteint sa taille maximale de 180 km de diamètre. C'est plus grand que l'île de la Jamaïque. Le processus de formation du cratère entre maintenant dans sa phase finale. Les parois du cratère, qui se sont élevées à des kilomètres de hauteur, commencent à s'effondrer vers l'intérieur sous leur propre poids. Des avalanches de roches fondues et fracturées glissent vers le centre du cratère. Le fond du cratère, qui a été enfoncé à 30 km de profondeur, commence à rebondir lentement. Ce rebond durera plusieurs minutes, créant une topographie chaotique de pics et de vallées au fond du cratère. Pendant ce temps, l'énergie libérée par l'impact ne se limite pas à la roche. Une énorme quantité d'énergie a été transférée à l'atmosphère. Le nuage de débris en expansion, composé de roches vaporisées, d'eau transformée en vapeur et de gaz atmosphériques surchauffés, s'élève à une vitesse vertigineuse. 10 secondes après l'impact, ce nuage a atteint une altitude de 50 km. Il continue à monter, porté par sa chaleur et sa pression interne. La température à l'intérieur du nuage dépasse encore 1000 degrés Celsius. Tout ce qui entre en contact avec ce nuage est instantanément incinéré. 15 secondes après l'impact, les premiers effets à distance commencent à se faire sentir. L'onde de choc atmosphérique,
voyageant à la vitesse du son multipliée par plusieurs fois en raison de la température extrême de l'air, a parcouru plus de 100 km depuis le point d'impact. Les créatures qui se trouvent sur son chemin n'ont aucune chance. La pression de l'onde de choc est équivalente à celle qu'on ressentirait à plusieurs kilomètres de profondeur dans l'océan. Les dinosaures sont écrasés instantanément. Leurs os se brisent, leurs organes internes sont réduits en bouillie. Les ptérosaures dans les airs sont déchiquetés. Les arbres sont déracinés et pulvérisés. Le sol lui-même est arraché sur plusieurs mètres de profondeur, mais ce n'est pas seulement la pression qui tue, c'est aussi la chaleur. L'onde de choc atmosphérique est précédée d'un flash de chaleur radiante si intense qu'il enflamme tout matériau combustible. Les forêts s'embrasent spontanément. Les animaux prennent feu avant même que l'onde de choc ne les atteigne. Leur graisse corporelle et leurs tissus brûlent, transformant des créatures qui pesaient plusieurs tonnes en cendres en quelques secondes. C'est une mort instantanée, si rapide que les systèmes nerveux des animaux n'ont même pas le temps de transmettre des signaux de douleur au cerveau. Un instant, ils existent. L'instant suivant, ils cessent d'exister. 20 secondes après l'impact, l'onde de choc atmosphérique a parcouru 150 km. Elle commence à s'affaiblir, mais elle est encore dévastatrice. À cette distance, la pression n'est plus suffisante pour écraser instantanément les grands dinosaures, mais elle est suffisante pour les projeter à des dizaines de mètres dans les airs. Ils retombent avec une force qui brise tous leurs os. Les arbres ne sont plus pulvérisés, mais ils sont arrachés du sol et projetés comme des allumettes. La chaleur ne vaporise plus instantanément les tissus organiques, mais elle cause des brûlures au 3e degré sur tous les êtres vivants exposés. 30 secondes après l'impact, et nous entrons dans la première minute de la catastrophe. Le nuage de débris a maintenant atteint une altitude de 150 km. Il est entré dans l'exosphère, la couche la plus externe de l'atmosphère terrestre. Ici, l'air est si ténu qu'il se confond avec le vide spatial. Le sommet du nuage continue à monter, dépassant les 200 km d'altitude. À cette hauteur, certains des débris les plus légers, propulsés par la force explosive de l'impact, atteignent des vitesses suffisantes pour échapper à la gravité terrestre. Ces débris seront éjectés dans l'espace, certains retombant sur Terre dans les heures suivantes, d'autres entrant en orbite terrestre, quelques-uns s'échappant complètement du système gravitationnel de la Terre. La majorité des débris éjectés, cependant, ne peut pas échapper à la gravité. Ces débris forment un panache massif qui s'étend de la surface de la Terre jusqu'à l'espace. Le panache contient des millions de tonnes de roches vaporisées qui commencent à se condenser en minuscules gouttelettes. Ces gouttelettes, encore brûlantes, commencent à retomber, mais leur chute n'est pas directe. Elles sont prises dans les vents violents créés par l'impact et dispersées sur une zone immense. Certaines retomberont à des milliers de kilomètres du point d'impact. Lorsqu'elles retomberont, elles seront encore assez chaudes pour enflammer tout ce qu'elles touchent. À 45 secondes après l'impact, l'onde de choc atmosphérique a parcouru 250 km. Elle s'est considérablement affaiblie, mais elle est encore perceptible. À cette distance, les animaux ne sont plus tués instantanément, mais ils sont gravement blessés. Les dinosaures sont projetés au sol, les ptérosaures sont chassés du ciel, les arbres se balancent violemment et beaucoup se brisent. Le rugissement du choc, un son plus fort que tout ce que la nature peut normalement produire, arrive enfin aux oreilles des créatures assez éloignées pour avoir survécu aux premières secondes. C'est un bruit assourdissant, un grondement continu qui semble venir de partout à la fois. Les animaux paniquent, fuyant dans toutes les directions sans savoir où aller. 1 minute après l'impact, le cratère a terminé sa formation initiale. Il s'étend sur 180 km de diamètre et 30 km de profondeur. Son fond est rempli d'un lac de roches en fusion, brillant d'un rouge et d'un blanc incandescent. Les parois du cratère sont instables, continuant à s'effondrer par glissement de terrain massif. La chaleur rayonnant du cratère est si intense qu'elle peut être ressentie à des centaines de kilomètres de distance. Le ciel, au-dessus du cratère, est noir, non pas à cause de l'obscurité, mais à cause de l'énorme quantité de débris qui bloquent la lumière du soleil. Mais l'impact a créé un autre effet, peut-être encore plus dévastateur à l'échelle globale. L'énergie transférée à la Terre elle-même a créé des ondes sismiques qui se propagent maintenant à travers toute la planète. Ces ondes voyagent à des kilomètres par seconde à travers le manteau terrestre. Elles se réfléchissent sur le noyau de la Terre et remontent vers la surface de l'autre côté de la planète. En 1 minute, ces ondes ont parcouru des milliers de kilomètres, créant des tremblements de terre sur plusieurs continents.
1 minute et 30 secondes après l'impact, et les premiers effets secondaires commencent à se manifester. L'un des plus immédiats et des plus dévastateurs est la création de tsunamis. L'impact s'est produit dans une mer peu profonde, mais cette mer est connectée à l'océan Atlantique et au golfe du Mexique. L'énergie de l'impact a déplacé des quantités phénoménales d'eau. Le cratère en formation a créé un vide temporaire, aspirant l'eau de la mer environnante. Puis, lorsque le cratère s'est rempli de roches en fusion et que les parois se sont effondrées, l'eau a été repoussée avec une force cataclysmique. La première vague de tsunami commence à se former. Ce n'est pas une vague unique, mais une série de vagues, chacune portant l'énergie d'une partie de l'impact. La première vague se déplace vers l'extérieur depuis le cratère à une vitesse de plusieurs centaines de kilomètres par heure. Dans les eaux peu profondes du golfe du Mexique, cette vitesse est réduite, mais la hauteur de la vague augmente de manière compensatoire. À 2 minutes après l'impact, la première vague mesure déjà 50 mètres de haut et continue à grandir. Dans le cratère lui-même, un phénomène encore plus extraordinaire se produit. La roche en fusion au fond du cratère est en contact avec l'eau de mer qui s'infiltre continuellement. Lorsque l'eau touche la roche à plus de 1000 degrés Celsius, elle se transforme instantanément en vapeur. Cette vapeur se dilate avec une force explosive, créant des éruptions continues de vapeur surchauffée et de roches fragmentées. C'est comme un volcan géant, mais alimenté par l'énergie de l'impact plutôt que par le magma terrestre. Ces éruptions projettent encore plus de débris dans l'atmosphère, ajoutant aux nuages qui continuent à s'élever. À 3 minutes après l'impact, l'onde de choc atmosphérique a parcouru plus de 400 km. À cette distance, elle n'est plus mortelle, mais elle est encore extrêmement destructrice. Les vents atteignent des centaines de kilomètres par heure, suffisant pour renverser même les plus grands dinosaures. Les arbres sont pliés jusqu'à toucher le sol. Les ptérosaures qui tentent de voler sont emportés, tournoyant sans contrôle dans les airs avant de s'écraser au sol. La chaleur radiante a diminué, mais elle est encore suffisante pour causer des brûlures douloureuses et pour allumer des feux dans les forêts les plus sèches. Les animaux qui ont survécu aux premières minutes sont maintenant confrontés à un environnement totalement chaotique. Le ciel, normalement bleu et clair sous les tropiques du Crétacé, est devenu une teinte étrange de rouge et d'orange. Des nuages de poussière et de débris commencent à obscurcir le soleil. Le bruit de l'impact, ce rugissement assourdissant, continue à résonner, rebondissant sur les collines et les vallées, créant des échos qui semblent venir de toutes les directions. Les dinosaures, perturbés et effrayés, courent sans but. Les herbivores fuient les carnivores, mais les carnivores ne chassent pas. Ils sont tout aussi terrifiés, leurs instincts de prédateurs temporairement supprimés par la peur primordiale. À 4 minutes, le premier tsunami frappe la côte. Imaginez une vague de 100 mètres de haut, aussi haute qu'un immeuble de 30 étages, se déplaçant à la vitesse d'un avion de ligne. Elle balaie tout sur son passage. Les forêts côtières sont arrachées. Le sol est gratté jusqu'à la roche nue. Les dinosaures, les ptérosaures, les crocodiles, tous les animaux présents sur la côte sont emportés dans un tourbillon d'eau, de boue et de débris. Certains sont noyés, d'autres sont écrasés par les débris. Quelques-uns sont emportés loin à l'intérieur des terres pour être déposés des kilomètres plus tard lorsque la vague se retire enfin. Mais ce n'est que le début. La première vague est suivie d'une deuxième, puis d'une troisième. Chaque vague pénètre plus profondément à l'intérieur des terres, inondant des zones qui n'ont jamais été touchées par la mer. Les rivières coulent soudainement à l'envers, leur flux normal inversé par la puissance du tsunami. Les lacs et les marécages intérieurs sont submergés par l'eau salée de l'océan. La géographie côtière est complètement remodelée. Des baies deviennent des péninsules, des îles disparaissent. De nouvelles îles sont créées à partir de débris accumulés. À 5 minutes après l'impact, les ondes sismiques ont atteint toutes les parties de l'Amérique du Nord. Un tremblement de terre de magnitude 9 frappe la côte ouest. En Californie, qui est à cette époque une série d'îles et de masses terrestres fragmentées, les failles géologiques glissent violemment. Des montagnes s'effondrent, des vallées se ferment. Des volcans qui étaient restés dormants commencent à gronder, perturbés par les vibrations massives traversant la croûte terrestre. Plus à l'est, dans les grandes plaines intérieures d'Amérique du Nord, qui sont à cette époque submergées par une mer peu profonde appelée la voie maritime intérieure occidentale, les effets sont différents mais tout aussi dévastateurs. Le fond marin peu profond amplifie les ondes sismiques, créant des vagues d'eau appelées sèches. Ces vagues se déplacent d'avant en arrière à travers la mer intérieure, chacune mesurant plusieurs mètres de haut. Les créatures marines sont désorientées. Les ammonites, qui naviguent normalement avec précision en contrôlant leur flottabilité, sont jetés en désordre. Les mosasaures et les plésiosaures essaient de plonger vers les profondeurs.
cherchant la stabilité de l'eau plus calme en dessous, mais même là, ils sentent les vibrations qui traversent l'eau. À 6 minutes, le panache de débris éjectés dans l'espace commence à retomber. Ces débris, qui ont été propulsés à des centaines de kilomètres d'altitude, entrent maintenant dans l'atmosphère à des vitesses supersoniques. Comme l'astéroïde original, ils créent une friction intense avec l'atmosphère. Chaque fragment devient une petite météorite incandescente. Des millions de ces météorites commencent à tomber, créant un spectacle terrifiant dans le ciel. C'est comme si les étoiles elles-mêmes tombaient du ciel. Ces météorites secondaires ne sont pas aussi grandes que l'astéroïde original. La plupart ne mesurent que quelques centimètres ou quelques mètres de diamètre. Mais il y en a tellement et elles transportent tellement d'énergie que collectivement, elles ont un effet dévastateur. Lorsqu'elles traversent l'atmosphère, elles chauffent l'air à des centaines de degrés. Lorsqu'elles frappent le sol, elles créent de petits cratères et déclenchent des incendies. Une météorite tombant dans une forêt peut enflammer instantanément tous les arbres dans un rayon de plusieurs dizaines de mètres. Une météorite tombant sur un dinosaure peut le tuer aussi sûrement qu'une balle. À 7 minutes après l'impact, le ciel au-dessus de l'Amérique du Nord et de l'Amérique centrale commence à ressembler à un enfer. Des milliers de traînées lumineuses zèbrent le ciel alors que les météorites continuent à tomber. La lumière combinée de toutes ces météorites incandescentes crée une luminosité étrange, une lueur rouge-orange qui éclaire le paysage d'une lumière sinistre. La température de l'air commence à augmenter. Ce n'est pas une augmentation graduelle. En quelques minutes, la température augmente de 20, puis de 30, puis de 40 degrés Celsius. L'air devient difficile à respirer, chargé de fumée et de particules. Les incendies commencent à se propager. Les forêts du Crétacé, riches en résines inflammables produites par les conifères, brûlent avec une intensité féroce. Les flammes sautent d'arbre en arbre, créant des feux de cime qui se déplacent plus vite qu'un dinosaure ne peut courir. Les animaux fuient devant les flammes, mais souvent ils ne font que courir vers un autre feu. Les mammifères qui vivent dans des terriers ont un avantage. Ils peuvent se réfugier sous terre où la température reste relativement stable, mais même là, ils ne sont pas totalement en sécurité. La fumée s'infiltre dans les terriers. Le monoxyde de carbone, un gaz toxique produit par les incendies, s'accumule dans les espaces confinés. À 8 minutes, les tsunamis ont traversé le golfe du Mexique et frappent maintenant les côtes de ce qui deviendra la Floride, Cuba et les Bahamas. Ces régions sont relativement basses et plates, ce qui permet aux vagues de pénétrer profondément à l'intérieur des terres. Des centaines de kilomètres carrés sont inondés en quelques minutes. Les écosystèmes côtiers, qui abritaient une diversité incroyable de vie, sont anéantis. Les récifs coralliens, qui ont mis des millions d'années à se construire, sont détruits en quelques secondes par la force mécanique des vagues. Dans l'océan Atlantique, les tsunamis se propagent vers l'est à travers l'océan ouvert. En eau profonde, les vagues voyagent à des centaines de kilomètres par heure, mais elles ne sont hautes que de quelques mètres. Elles passent sous les créatures marines sans les blesser significativement. Les baleines primitives et les reptiles marins sentent les vagues passer, mais ne comprennent pas ce qu'elles signifient. Seules les créatures vivant près de la surface, comme les ammonites et certains poissons, sont perturbées par le passage des vagues. À 9 minutes, les effets de l'impact commencent à se faire sentir en Amérique du Sud. Les ondes sismiques qui ont voyagé à travers la croûte terrestre frappent maintenant le continent du Sud. Des tremblements de terre secouent les Andes naissantes. Des glissements de terrain massifs descendent des flancs des montagnes, emportant des forêts entières. Dans les plaines amazoniennes, qui sont à cette époque une série de lacs et de rivières plutôt qu'une forêt tropicale dense, l'eau commence à onduler violemment. Les crocodiles et les tortues qui vivent dans ces eaux plongent vers le fond cherchant la sécurité. À 10 minutes après l'impact, nous approchons de la fin du premier sixième de notre heure mortelle. Le cratère de Chicxulub continue à rayonner une chaleur intense. Le lac de roche en fusion à son fond atteint maintenant des milliers de degrés Celsius. Cette chaleur est si intense qu'elle crée des courants de convection massifs dans l'atmosphère au-dessus. L'air chaud s'élève, créant un vide qui aspire l'air environnant. Des vents violents commencent à souffler vers le cratère, créant un système météorologique artificiel centré sur le point d'impact. Ces vents créent leurs propres problèmes. Ils attisent les incendies, les transformant en tempêtes de feu. Les flammes, alimentées par l'oxygène apporté par les vents, atteignent des températures dépassant 1000 degrés Celsius. À de telles températures, même la roche peut brûler. Le sol lui-même commence à fondre dans les zones les plus touchées par les incendies.
incendie. Les dinosaures pris dans ces tempêtes de feu n'ont aucune chance. Leur peau se carbonise, leurs poumons sont brûlés par l'air surchauffé. Ils meurent rapidement mais pas instantanément. C'est une mort atroce que nous ne pouvons qu'imaginer. Les ptérosaures, ces maîtres du ciel, sont parmi les plus vulnérables. Leurs ailes membraneuses, tendues et délicates, sont facilement endommagées par la chaleur et les débris. Beaucoup ont déjà été tués dans les premières minutes, soit par l'onde de choc, soit par la chaleur radiante. Ceux qui ont survécu essaient désespérément de voler loin de la zone de catastrophe, mais où peuvent-ils aller? Le chaos s'étend sur des centaines de kilomètres dans toutes les directions. Certains ptérosaures, épuisés, commencent à tomber du ciel. D'autres sont frappés par des météorites en chute. Quelques-uns réussissent à trouver des courants ascendants qui les portent à haute altitude, au-dessus de la fumée et de la chaleur, mais ils ne peuvent pas y rester éternellement. À 12 minutes après l'impact, le panache de débris s'est étalé dans la haute atmosphère, formant un nuage en forme de champignon similaire à celui d'une explosion nucléaire, mais à une échelle incomparablement plus grande. Ce nuage s'étend maintenant sur plus de 1000 km de diamètre. Son sommet atteint 250 km d'altitude, bien au-delà de l'atmosphère normale de la Terre. Ce nuage contient des millions de tonnes de matériel divers, de la poussière fine aux blocs rocheux de plusieurs mètres de diamètre, de la vapeur d'eau aux gaz toxiques comme le dioxyde de soufre et les oxydes d'azote. La physique de ce nuage est fascinante et terrifiante. Les particules les plus fines, mesurant moins d'1 micromètre, sont si légères qu'elles restent en suspension dans la haute atmosphère pendant des semaines, voire des mois. Ces particules bloqueront la lumière du Soleil, créant un refroidissement global qui durera longtemps après l'heure initiale. Les particules de taille moyenne, mesurant quelques millimètres, retombent plus rapidement dans les heures et les jours suivant l'impact. Elles formeront une couche distincte dans les archives géologiques, visible encore aujourd'hui sous forme d'une fine ligne d'argile enrichie en iridium. Les plus gros blocs, ceux qui ont été éjectés avec le plus de force, retombent les premiers, créant des impacts secondaires partout où ils atterrissent. À 15 minutes, les effets globaux commencent à se manifester. Les ondes sismiques ont maintenant fait le tour de la Terre. Des tremblements de terre sont ressentis sur tous les continents. En Europe, qui est à cette époque une série d'îles tropicales, les dinosaures sentent le sol trembler sous leurs pieds. Ils n'ont aucune idée de ce qui se passe. Leur cerveau, bien que sophistiqué pour des reptiles, ne peut pas comprendre le concept d'un événement se produisant à l'autre bout du monde et affectant leur environnement local. Ils réagissent par instinct, fuyant vers des espaces ouverts où ils ne risquent pas d'être écrasés par des arbres qui tombent. En Asie, les effets sont similaires. Les dinosaures de Mongolie et de Chine sentent les tremblements. Dans les forêts qui couvrent une grande partie de l'Asie à cette époque, les arbres se balancent dangereusement. Certains se brisent et tombent, écrasant tout ce qui se trouve en dessous. Dans les montagnes naissantes de l'Himalaya, où l'Inde commence tout juste sa collision avec l'Asie, des avalanches massives descendent des pentes. Des tonnes de neige et de roches dévalent les montagnes, remplissant les vallées et enterrant les forêts. L'Afrique, bien que loin du point d'impact, n'est pas épargnée. Les tremblements de terre font vibrer le continent du nord au sud. Dans les déserts du Sahara, qui ne sont pas aussi arides à l'époque du Crétacé qu'ils ne le sont aujourd'hui, des dunes de sable s'effondrent et se reforment. Dans les forêts équatoriales d'Afrique centrale, les dinosaures herbivores paniquent et fuient en troupeaux désordonnés. Les prédateurs, normalement alertes et calculateurs, sont tout aussi confus et effrayés. À 18 minutes après l'impact, les incendies se sont propagés sur une zone couvrant des millions de kilomètres carrés. L'Amérique du Nord et l'Amérique centrale sont en grande partie en feu. La fumée s'élève en colonnes massives qui atteignent la stratosphère. Cette fumée est chargée de particules de carbone, de cendres et de gaz toxiques. Elle commence à se disperser, portée par les vents de haute altitude. Dans les jours et les semaines à venir, cette fumée fera le tour de la Terre, contribuant à l'obscurité globale qui suivra l'impact. Les dinosaures, qui ont jusqu'à présent évité la mort directe par l'onde de choc, la chaleur ou les incendies, font maintenant face à un nouveau danger, l'asphyxie. L'air est rempli de fumée si dense qu'il est difficile de voir à plus de quelques mètres. Respirer devient douloureux. Les poumons se remplissent de particules qui irritent les tissus délicats. Les grands dinosaures, avec leurs besoins élevés en oxygène pour soutenir leur masse corporelle immense, sont particulièrement vulnérables. Ils halètent, essayant d'obtenir suffisamment d'oxygène, mais chaque respiration apporte plus de fumée que d'air pur. Les sauropodes, ces géants à long cou qui peuvent mesurer jusqu'à 30 mètres de long et peser jusqu'à 70 tonnes, sont parmi les plus touchés.
Leur métabolisme élevé nécessite une respiration constante. Certains scientifiques pensent que les sauropodes avaient un système respiratoire similaire à celui des oiseaux modernes, avec des sacs aériens qui permettaient un flux d'air unidirectionnel à travers les poumons. Ce système est très efficace dans des conditions normales, mais dans un environnement enfumé, il devient un handicap. Les particules fines pénètrent profondément dans les sacs aériens et s'y accumulent, réduisant progressivement la capacité respiratoire. À 20 minutes, les premiers dinosaures commencent à mourir d'asphyxie. Ils ne meurent pas tous en même temps. Certains, les plus jeunes et les plus forts, peuvent résister plus longtemps, mais même eux commencent à montrer des signes de détresse. Ils toussent, essayant d'expulser les particules de leur voie respiratoire, leurs yeux larmoient, irrités par la fumée. Leur peau, normalement sèche et écailleuse, devient moite de sueur alors que leur corps essaie désespérément de se refroidir dans la chaleur croissante. Les théropodes, les dinosaures carnivores, ne s'en sortent pas mieux. Le Tyrannosaurus rex, l'apex prédateur de l'Amérique du Nord du Crétacé supérieur, est aussi impuissant face à cette catastrophe que le plus petit des dinosaures. Sa force immense, ses dents de 20 cm de long, sa mâchoire capable d'exercer une pression de plusieurs tonnes, rien de tout cela ne peut l'aider maintenant. Il ne peut pas mordre la fumée, il ne peut pas chasser le feu, il ne peut que fuir. Et il n'y a nulle part où fuir. À 22 minutes, les tsunamis ont traversé l'océan Atlantique et commencent à frapper les côtes de l'Afrique et de l'Europe. Ces vagues ont parcouru des milliers de kilomètres et ont perdu une partie de leur énergie, mais elles sont encore puissantes. Des vagues de 20 à 30 mètres de haut frappent les côtes, balayant les plages et inondant les zones côtières basses. Les reptiles marins qui vivent près des côtes sont emportés à l'intérieur des terres ou projetés contre les rochers. Les ammonites sont écrasés contre les récifs. Les poissons sont déposés sur la terre ferme, où ils suffoquent et meurent. Dans l'océan Pacifique, un phénomène similaire se produit. Bien que l'impact se soit produit dans l'Atlantique, les ondes sismiques ont traversé la Terre et créé des perturbations dans tous les océans. Des tsunamis se forment dans le Pacifique, générés non pas directement par l'impact, mais par les tremblements de terre sous-marins déclenchés par les ondes sismiques. Ces tsunamis se propagent à travers le Pacifique, frappant les côtes de l'Asie, de l'Australie et des îles du Pacifique. À 25 minutes après l'impact, nous sommes à un peu moins de la moitié de notre heure mortelle. Le bilan est déjà catastrophique. On estime que dans les 25 premières minutes, 15% de toutes les espèces vivantes sur Terre ont déjà disparu. Ce ne sont pas seulement des individus qui meurent, mais des espèces entières. Certaines espèces de dinosaures, celles qui avaient des populations concentrées dans les zones les plus touchées, sont déjà éteintes. Certaines espèces de ptérosaures, les plus fragiles, ont toutes été tuées. Des espèces entières d'ammonites, celles qui vivaient dans les eaux peu profondes près du point d'impact, ont cessé d'exister. Mais la mort n'est pas uniformément répartie. Certaines régions de la Terre sont plus touchées que d'autres. L'Amérique du Nord et l'Amérique centrale sont les plus dévastées. L'Asie, l'Europe et l'Afrique sont moins touchées, mais subissent toujours des dommages massifs. L'Australie et l'Antarctique, les plus éloignés du point d'impact, sont les moins affectés dans ces premières minutes. Mais même là, les animaux sentent les tremblements de terre et observent le ciel s'assombrir alors que la poussière et les débris commencent à se disperser dans la haute atmosphère. La distribution de la mort dépend aussi du type d'habitat. Les créatures marines en eau profonde sont relativement protégées. Les tsunamis, bien que puissants à la surface, ne pénètrent pas profondément dans l'océan. Les ondes de choc se dissipent rapidement dans l'eau. Les créatures qui vivent à des centaines ou des milliers de mètres sous la surface ne ressentent qu'une légère perturbation. Les poissons des profondeurs, les calmars géants, les créatures bioluminescentes des abysses, tous continuent leur vie comme si de rien n'était, ignorant le cataclysme qui se déroule au-dessus d'eux. Mais cette protection ne durera pas. Les effets à long terme de l'impact affecteront même les profondeurs océaniques. La chaîne alimentaire océanique dépend du plancton qui vit près de la surface et qui utilise la photosynthèse pour produire de l'énergie. Lorsque le ciel s'obscurcira complètement dans les jours suivants, bloquant la lumière du soleil, le plancton commencera à mourir. Et lorsque le plancton meurt, tout ce qui en dépend meurt aussi. Mais pour l'instant, dans ces premières 25 minutes, les profondeurs océaniques restent un refuge. Les créatures qui vivent sous terre sont également relativement protégées. Les mammifères dans leurs terriers,
Les insectes dans leurs galeries souterraines, les vers et les autres invertébrés du sol, tous sont isolés des pires effets de la catastrophe. Le sol agit comme un isolant, protégeant de la chaleur et de l'onde de choc. La température sous terre reste stable même lorsque la surface brûle. L'air dans les terriers, bien qu'il puisse devenir vicié, ne contient pas les concentrations élevées de fumée et de particules présentes à la surface. À 30 minutes après l'impact, exactement à la moitié de notre heure mortelle, un nouveau phénomène commence. Les débris qui ont été éjectés dans l'espace et qui sont retombés dans l'atmosphère ont chauffé l'air à des températures extrêmes. Cette chaleur, combinée avec la chaleur des incendies massifs, crée un effet de serre temporaire mais intense. La température moyenne à la surface de la Terre, dans les zones touchées, atteint 300 degrés Celsius. C'est suffisamment chaud pour faire bouillir l'eau instantanément. C'est suffisamment chaud pour faire fondre le plomb. À cette température, très peu de choses peuvent survivre. Les dinosaures, encore en vie il y a quelques minutes, succombent maintenant à la chaleur. Leur métabolisme, qui fonctionne normalement à une température corporelle d'environ 40 degrés Celsius, ne peut pas faire face à une augmentation aussi massive de la température externe. Leur corps essaie de se refroidir par évaporation, mais il n'y a pas assez d'humidité dans l'air surchauffé pour que ce processus soit efficace. La température corporelle augmente inexorablement. À 50 degrés Celsius, les protéines dans le corps commencent à se dénaturer. À 60 degrés, les cellules commencent à mourir massivement. À 70 degrés, le cerveau cesse de fonctionner. Les créatures à sang froid sont tout aussi vulnérables. Les crocodiles, les lézards, les serpents, tous dépendent de sources de chaleur externes pour réguler leur température corporelle. Dans des conditions normales, ils peuvent se déplacer entre le soleil et l'ombre pour maintenir une température optimale. Mais maintenant, il n'y a pas d'ombre. Il n'y a que la chaleur omniprésente. Ils essaient de s'enterrer dans la boue ou de plonger dans l'eau, mais même l'eau commence à se réchauffer. Les lacs et les rivières peu profonds commencent littéralement à bouillir. Les poissons qui y vivent meurent en masse, leur corps flottant à la surface de l'eau bouillonnante. À 35 minutes après l'impact, le paysage de l'Amérique du Nord est méconnaissable. Les forêts luxuriantes qui couvraient le continent il y a une demi-heure ne sont plus que des champs de cendres fumantes. Les prairies de fougères et de plantes à fleurs ont été réduites en cendres. Les rivières et les lacs sont remplis de cadavres. Le ciel est d'un noir d'encre, obscurci par la fumée et la poussière. La seule lumière vient des incendies qui continuent à brûler et de la lueur rouge du cratère de Chicxulub, visible à des centaines de kilomètres de distance, comme un œil maléfique brillant dans l'obscurité. Les mammifères dans leurs terriers commencent à émerger prudemment. L'air à l'extérieur est chaud, mais la température extrême de la demi-heure précédente commence à diminuer. Ces petites créatures, pas plus grosses qu'un chat, regardent autour d'elles avec leurs grands yeux adaptés à la vision nocturne. Le monde qu'elles voient est un cauchemar. Partout où elles regardent, il y a des corps, des tyrannosaures, ces terribles prédateurs qui les ont chassés pendant des millions d'années, gisent morts, leurs puissantes mâchoires figées dans une dernière expression de rage impuissante. Des tricératops, les herbivores à cornes qui dominaient les plaines, sont effondrés sur le sol, leur corps massif déjà commençant à gonfler sous l'effet de la décomposition dans la chaleur. Les mammifères ne comprennent pas ce qui s'est passé. Leur cerveau, bien que plus développé que celui des reptiles, n'a pas la capacité de conceptualiser un événement d'une telle ampleur, mais ils comprennent l'opportunité. Pour la première fois depuis que leurs ancêtres sont apparus, il y a plus de 150 millions d'années, ils peuvent se déplacer librement pendant la journée sans craindre d'être mangés. Les prédateurs qui les ont forcés à une existence nocturne sont morts. Les mammifères commencent à explorer, cherchant de la nourriture parmi les décombres. À 40 minutes, les effets de l'impact commencent à se faire sentir dans l'hémisphère sud. Bien que l'Amérique du Sud soit relativement proche du point d'impact, elle a été partiellement protégée par sa position. Les ondes naissantes ont agi comme une barrière, bloquant une partie de l'onde de choc atmosphérique. Mais maintenant, les débris qui sont retombés de l'espace commencent à déclencher des incendies en Amérique du Sud également. Les forêts tropicales, qui couvrent une grande partie du continent, commencent à brûler. L'Afrique, bien que plus éloignée, commence également à ressentir les effets. Le ciel s'assombrit alors que les particules fines de poussière, portées par les vents de haute altitude, commencent à arriver. La température commence à chuter alors que la lumière du soleil est bloquée. Ce refroidissement est subtil pour l'instant, seulement quelques degrés, mais il annonce le changement climatique majeur qui suivra dans les jours et les semaines à venir. Les dinosaures africains, qui ont été relativement épargnés jusqu'à présent, commencent à sentir que quelque chose ne va pas.
Le ciel est d'une couleur qu'ils n'ont jamais vue auparavant, un mélange étrange de gris, de brun et de rouge. En Asie, les effets sont similaires. Les dinosaures de Chine et de Mongolie observent le ciel s'assombrir. Les ptérosaures, qui dépendent des courants thermiques ascendants créés par le réchauffement du sol au soleil, découvrent que ces courants s'affaiblissent. Voler devient plus difficile. Certains ptérosaures, épuisés par leurs efforts pour rester en l'air, commencent à atterrir. Une fois au sol, ils sont vulnérables. Leurs corps, optimisés pour le vol, sont maladroits sur Terre. Ils se déplacent en sautillant, utilisant leurs ailes pliées comme des béquilles. À 45 minutes après l'impact, le cratère de Chicxulub continue à être actif. Le lac de roche, en fusion à son fond, a atteint un état d'équilibre thermodynamique. La température s'est stabilisée à environ 1500 degrés Celsius. À cette température, la roche n'est pas seulement fondue, elle est presque liquide, s'écoulant comme de l'eau. Des fontaines de lave jaillissent périodiquement du fond du cratère, propulsées par la vapeur d'eau piégée sous la surface. Ces fontaines projettent de la lave à des centaines de mètres dans les airs avant qu'elle ne retombe et ne forme de nouvelles coulées. Les parois du cratère continuent à s'effondrer. Chaque effondrement déclenche une avalanche de roches brisées qui glissent vers le centre du cratère. Ces avalanches créent des ondes de choc secondaires qui se propagent à travers la région. Les tremblements de terre continuent, bien que leur intensité diminue progressivement. Alors que les premières secousses mesuraient 11 sur l'échelle de Richter, les secousses actuelles sont d'environ 7 ou 8, encore suffisamment puissantes pour causer des dommages importants, mais pas assez pour détruire complètement les structures géologiques. La chimie de l'atmosphère a été profondément perturbée. L'impact a créé des températures si élevées que l'azote et l'oxygène de l'atmosphère ont réagi chimiquement pour former des oxydes d'azote. Ces composés, normalement présents en quantité infime, sont maintenant abondants. Ils réagissent avec la vapeur d'eau dans l'atmosphère pour former de l'acide nitrique. De même, le dioxyde de soufre libéré par la vaporisation des roches riches en sulfate réagit avec l'eau pour former de l'acide sulfurique. Ces acides commencent à retomber sous forme de pluies acides. À 50 minutes, les premières pluies acides commencent à tomber sur l'Amérique du Nord. Ces pluies ne sont pas comme les pluies ordinaires. Elles sont si acides qu'elles brûlent tout ce qu'elles touchent. Les feuilles des plantes qui ont survécu aux incendies se flétrissent et brunissent au contact de l'eau acide. La peau des animaux commence à picoter et à brûler. Les yeux deviennent rouges et irrités. Les créatures qui boivent l'eau de pluie souffrent de brûlures internes alors que l'acide endommage leurs tissus buccaux et leur œsophage. Ces pluies acides auront des effets à long terme sur l'environnement. L'acidité du sol augmentera, rendant difficile la croissance de nouvelles plantes. Les lacs et les rivières deviendront acides, tuant les poissons et les autres créatures aquatiques. Les océans, bien qu'ils aient une capacité tampon importante grâce au carbonate dissous, verront leur pH diminuer. Cette acidification océanique affectera particulièrement les organismes qui construisent des coquilles ou des squelettes en carbonate de calcium comme les ammonites, les coraux et de nombreux types de plancton. Les ammonites, qui ont prospéré dans les océans du Crétacé, sont particulièrement vulnérables. Ces céphalopodes construisent des coquilles spiralées complexes en carbonate de calcium. Dans une eau acidifiée, le carbonate de calcium se dissout. Les nouvelles coquilles ne peuvent pas se former correctement. Les coquilles existantes commencent à se fragiliser. Les jeunes ammonites, dont les coquilles sont encore fines et délicates, sont les premières à souffrir. Elles commencent à mourir en masse, incapables de maintenir leur flottabilité alors que leurs coquilles se dissolvent. À 55 minutes après l'impact, nous approchons de la fin de notre heure mortelle. Le bilan est stupéfiant. On estime maintenant que 50% de toutes les espèces vivantes sur Terre ont été tuées ou sont condamnées à mourir dans les heures suivantes. L'Amérique du Nord a perdu 75% de ses espèces. L'Amérique centrale et les Caraïbes ont été presque entièrement stérilisées. L'Amérique du Sud a perdu 40% de ses espèces. L'Afrique, l'Europe et l'Asie ont chacune perdu environ 30% de leurs espèces. Même l'Australie et l'Antarctique, les continents les plus éloignés, ont perdu environ 20% de leurs espèces. Mais les chiffres ne racontent pas toute l'histoire. Certains groupes d'animaux ont été plus touchés que d'autres. Les dinosaures non-aviens, qui dominaient tous les écosystèmes terrestres, ont été décimés. On estime que 90% de tous les dinosaures individuels sont morts dans cette première heure. Les survivants sont pour la plupart de jeunes individus qui étaient cachés dans des endroits protégés ou des espèces qui vivaient dans des régions éloignées du point d'impact. Mais même ces survivants sont condamnés.
Dans les jours et les semaines à venir, alors que la température chute et que la nourriture se fait rare, ils mourront également. Les ptérosaures ont été presque complètement anéantis. Leur dépendance au vol les a rendus vulnérables. Les grands ptérosaures, comme Quetzalcoatlus, ont tous été tués. Seules quelques espèces de petits ptérosaures ont survécu, celles qui pouvaient se réfugier dans des grottes ou des crevasses. Mais même ces survivants disparaîtront dans les mois suivants. Le dernier ptérosaure mourra probablement dans les 6 mois suivant l'impact, marquant la fin d'une lignée qui avait dominé les cieux pendant plus de 150 millions d'années. Les reptiles marins ont également été gravement touchés. Les mosasaures, ces superprédateurs des mers du Crétacé, ont vu leur population réduite de moitié. Les tsunamis ont perturbé leurs habitats côtiers. L'acidification des océans commence à affecter leurs proies. Les plésiosaures, avec leurs longs coups vulnérables, ont été particulièrement touchés. Beaucoup ont été blessés par les débris transportés par les tsunamis. D'autres ont été échoués sur les côtes et sont morts asphyxiés. Les oiseaux, descendants des dinosaures théropodes, ont mieux résisté que leurs cousins non-aviens. Leur petite taille leur a permis de trouver refuge plus facilement. Leur capacité à voler leur a donné la mobilité nécessaire pour échapper aux pires zones de destruction. Leur métabolisme élevé, bien qu'il nécessite plus de nourriture, leur a également donné la flexibilité pour s'adapter à différentes sources de nourriture. Environ 50% des espèces d'oiseaux ont survécu à cette première heure. Ces survivants deviendront les ancêtres de toutes les espèces d'oiseaux modernes. Les mammifères ont eu le taux de survie le plus élevé parmi les vertébrés terrestres. Environ 70% des espèces de mammifères ont survécu à la première heure. Leur petite taille, leur vie nocturne, leur terrier et leur capacité à manger une grande variété d'aliments ont tous contribué à leur survie. Les insectivores ont particulièrement bien résisté. Les insectes, avec leur cycle de vie court et leur capacité à survivre sous terre ou dans l'eau, n'ont pas été aussi affectés que les vertébrés. Il y avait donc encore beaucoup d'insectes pour nourrir les mammifères insectivores. À 58 minutes après l'impact, le panache de débris s'est étendu à travers toute la stratosphère de l'hémisphère nord. Il commence maintenant à traverser l'équateur, entrant dans l'hémisphère sud. Dans les jours suivants, ce panache fera le tour de la Terre plusieurs fois, créant une couche uniforme de poussière et de débris qui bloquera la lumière du soleil sur toute la planète. Mais pour l'instant, l'hémisphère sud bénéficie encore de quelques heures de lumière du jour normal. Les créatures de l'hémisphère sud qui observent le ciel voient quelque chose d'étrange. Le ciel au nord brille d'une lueur rouge et orange, comme si un feu immense brûlait juste au-delà de l'horizon. Des traînées de lumière traversent occasionnellement le ciel alors que des fragments de débris continuent à retomber de l'espace. Ces créatures ne comprennent pas ce qu'elles voient. Elles ne savent pas que leur monde est en train de changer de manière irréversible. À 59 minutes après l'impact, les incendies en Amérique du Nord ont atteint leur intensité maximale. Des millions de kilomètres carrés brûlent simultanément. La quantité d'oxygène consommée par ces incendies est si grande qu'elle commence à affecter la composition de l'atmosphère globale. Le niveau d'oxygène atmosphérique, normalement d'environ 21%, chute de plusieurs points de pourcentage. Cette diminution de l'oxygène rendra la respiration plus difficile pour tous les animaux, en particulier les grands animaux avec des besoins métaboliques élevés. En même temps, la quantité de dioxyde de carbone dans l'atmosphère augmente rapidement. Les incendies libèrent des milliards de tonnes de CO2 alors que la matière organique brûle. Ce dioxyde de carbone s'ajoute au dioxyde de carbone libéré par la vaporisation des roches calcaires au point d'impact. Dans des conditions normales, cette augmentation du CO2 créerait un effet de serre et réchaufferait la planète. Mais l'effet de la poussière et des aérosols sulfatés bloquant la lumière du soleil sera beaucoup plus fort. Le résultat net sera un refroidissement global, malgré l'augmentation du CO2. À 60 minutes, exactement après l'impact, notre heure mortelle prend fin. Mais bien sûr, la catastrophe est loin d'être terminée. Ce n'est que le début. Les 60 minutes qui viennent de s'écouler ont tué directement environ 50% de toutes les espèces vivantes. Mais dans les heures, les jours, les semaines et les mois à venir, beaucoup plus mourront. Les effets à long terme de l'impact seront en fin de compte plus mortels que l'impact lui-même. Pour comprendre ce qui se passera dans les heures suivant cette première heure mortelle, nous devons examiner les différents mécanismes de mort qui continuent à opérer. Le premier et le plus immédiat est le blocage de la lumière solaire. Le panache de débris qui s'est formé après l'impact contient des quantités incroyables de matériel fin. Des billions de tonnes de poussière et de suie sont maintenant en suspension dans la haute atmosphère. Cette poussière est composée de particules d'une taille moyenne d'environ 1 micromètre.
À cette taille, les particules restent en suspension pendant des mois, voire des années. Ces particules bloquent la lumière du Soleil de manière extrêmement efficace. Chaque particule est comme un minuscule miroir, réfléchissant la lumière solaire vers l'espace. Collectivement, elles forment un voile opaque qui entoure toute la planète. Dans les 3 jours suivant l'impact, ce voile sera uniformément distribué autour du globe. La quantité de lumière solaire atteignant la surface de la Terre chutera de plus de 99%. Ce sera comme une nuit permanente, avec seulement une faible lueur crépusculaire même en plein midi. Sans lumière solaire, la photosynthèse devient impossible. Les plantes, qui dépendent de la photosynthèse pour produire l'énergie nécessaire à leur croissance et à leur survie, commencent à mourir. Les plantes annuelles meurent en quelques jours ou quelques semaines. Les plantes vivaces peuvent survivre plus longtemps en utilisant les réserves d'énergie stockées dans leurs racines ou leurs tubercules. Mais même elles finiront par mourir si l'obscurité persiste. On estime que dans les 3 mois suivant l'impact, 90% de toutes les plantes terrestres seront mortes. La mort des plantes déclenche un effondrement en cascade de tout l'écosystème terrestre. Les herbivores, privés de leur source de nourriture, commencent à mourir de faim. Les grands herbivores meurent en premier car ils nécessitent de grandes quantités de nourriture pour maintenir leur masse corporelle. Un sauropode de 40 tonnes, par exemple, doit manger environ 400 kg de végétation par jour. Lorsque cette végétation disparaît, le sauropode ne peut survivre que quelques semaines en utilisant ses réserves de graisse avant de mourir de faim. Les carnivores bénéficient d'un bref répit. Alors que les herbivores meurent, ils fournissent une abondance de charognes. Les charognards prospèrent temporairement, mais cette abondance est illusoire. Une fois que tous les herbivores sont morts et que leurs carcasses ont été consommées, les carnivores n'ont plus rien à manger. Ils commencent à se cannibaliser, les plus forts mangeant les plus faibles. Mais finalement, même les plus forts meurent de faim. On estime que dans les 6 mois suivant l'impact, 99% de tous les animaux terrestres pesant plus de 25 kg seront morts. Dans les océans, un processus similaire se déroule. Le phytoplancton, ces organismes microscopiques qui flottent près de la surface de l'océan et utilisent la photosynthèse, est la base de toute la chaîne alimentaire marine. Sans lumière solaire, le phytoplancton meurt en quelques jours. Sa mort entraîne la mort du zooplancton qui s'en nourrit. La mort du zooplancton entraîne la mort des petits poissons qui s'en nourrissent, et ainsi de suite, en remontant la chaîne alimentaire jusqu'aux plus grands prédateurs. Les océans profonds qui dépendent de la neige marine, le flux constant de matière organique morte tombant de la surface sont également affectés. Lorsque la productivité de surface s'effondre, la neige marine diminue. Les créatures des profondeurs, qui ont évolué pour survivre avec de très petites quantités de nourriture, peuvent résister plus longtemps. Mais même elles commencent à souffrir de la famine dans les mois suivant l'impact. Le deuxième mécanisme majeur de mort est le changement climatique rapide et extrême. Dans les jours suivant l'impact, la température moyenne globale chute de 15 à 20 degrés Celsius. Cette chute est causée par le blocage de la lumière solaire. Sans l'énergie du soleil pour réchauffer la surface, la Terre perd rapidement sa chaleur par rayonnement vers l'espace. Les régions tropicales, qui avaient des températures moyennes d'environ 30 degrés Celsius, se refroidissent à 10 ou 15 degrés. Les régions tempérées descendent en dessous de zéro. Même les océans, qui ont une grande capacité thermique et se refroidissent lentement, voient leur température de surface chuter de plusieurs degrés. Ce refroidissement rapide est dévastateur pour les reptiles, qui dépendent de sources de chaleur externes pour réguler leur température corporelle. Les dinosaures, les crocodiles, les lézards, les serpents, tous ont évolué pour vivre dans un monde chaud. Leur métabolisme fonctionne de manière optimale à des températures d'environ 30 à 35 degrés Celsius. Lorsque la température ambiante chute en dessous de 20 degrés, leur métabolisme ralentit. Ils deviennent léthargiques. Leur système digestif cesse de fonctionner correctement. Ils entrent dans un état de torpeur dont ils ne sortiront jamais. Les mammifères et les oiseaux, avec leur capacité à maintenir une température corporelle constante, sont mieux équipés pour survivre au refroidissement. Mais même eux sont stressés. Maintenir une température corporelle constante dans un environnement froid nécessite beaucoup d'énergie. Cette énergie doit venir de la nourriture, et la nourriture se fait rare. Les mammifères et les oiseaux doivent trouver un équilibre délicat entre maintenir leur température et conserver leur énergie. Beaucoup n'y parviennent pas et meurent soit de froid, soit de faim. Le troisième mécanisme de mort est la pluie acide.
Dans les semaines suivant l'impact, les acides qui se sont formés dans l'atmosphère continuent à retomber. Les pluies acides ne se limitent pas à l'Amérique du Nord. Les vents de haute altitude dispersent les acides sulfuriques et nitriques autour du globe. Toute la planète reçoit des pluies acides, bien que leur intensité varie selon les régions. Ces pluies acides ont des effets dévastateurs sur les écosystèmes. Sur Terre, elles acidifient les sols. Les plantes qui ont survécu à l'obscurité initiale et au froid doivent maintenant faire face à des sols dont le pH a chuté de plusieurs points. Beaucoup de plantes ne peuvent pas tolérer ces conditions acides et meurent. Les lacs et les rivières d'eau douce deviennent acides, tuant les poissons et les amphibiens. Les œufs et les larves sont particulièrement vulnérables. Une diminution du pH de seulement 1 point peut tuer la plupart des œufs de poissons. Dans les océans, l'acidification a des effets particulièrement sévères sur les organismes qui construisent des structures en carbonate de calcium. Les coraux, qui construisent des récifs massifs, voient leur squelette se dissoudre. Les récifs coralliens, qui ont pris des millions d'années à se construire, sont détruits en quelques années. Les ammonites, avec leurs coquilles spiralées élégantes, sont particulièrement vulnérables. Toutes les espèces d'ammonites, sans exception, disparaîtront dans l'année suivant l'impact. C'est la fin d'une lignée qui remonte à plus de 350 millions d'années. Le 4e mécanisme de mort est l'empoisonnement chimique. L'impact a vaporisé d'énormes quantités de roches, y compris des roches riches en éléments toxiques. Le mercure, l'arsenic, le plomb et d'autres métaux lourds ont été libérés dans l'atmosphère. Ces métaux retombent lentement, contaminant les sols et les eaux. Les plantes absorbent ces métaux par leurs racines. Les animaux qui mangent ces plantes accumulent les métaux dans leurs tissus. Au fil du temps, les concentrations de métaux lourds dans la chaîne alimentaire augmentent, un processus appelé bioaccumulation. Les prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire sont les plus affectés par la bioaccumulation. Un tyrannosaure qui mange un hadrosaure qui a mangé des plantes contaminées concentre les toxines à chaque niveau. Les effets de l'empoisonnement aux métaux lourds sont variés. Le mercure affecte le système nerveux, causant des tremblements, de la confusion et éventuellement la mort. Le plomb affecte la formation du sang et peut causer l'anémie. L'arsenic interfère avec de nombreux processus cellulaires et peut causer une défaillance organique. Le 5e mécanisme de mort, moins immédiat mais tout aussi fatal à long terme, est l'effondrement de la reproduction. Même les animaux qui survivent aux effets immédiats de l'impact se retrouvent dans un environnement tellement perturbé que la reproduction devient difficile ou impossible. Les dinosaures, par exemple, pondent des œufs. Ces œufs nécessitent des conditions très spécifiques de température et d'humidité pour se développer correctement. Dans le monde post-impact, avec ses températures froides et ses pluies acides, ces conditions n'existent plus. Les œufs qui sont pondus ne se développent pas correctement. Les embryons meurent avant l'éclosion. Les quelques jeunes qui réussissent à éclore naissent dans un monde sans nourriture adéquate. Les jeunes dinosaures nécessitent de grandes quantités de nourriture pour soutenir leur croissance rapide. Sans cette nourriture, ils meurent de malnutrition dans les premières semaines de vie. Ainsi, même si certains dinosaures adultes survivent pendant plusieurs mois ou même quelques années après l'impact, l'absence de reproduction réussie signifie que l'espèce est condamnée. C'est ce qu'on appelle l'extinction fonctionnelle. Une espèce peut encore exister, mais elle n'a aucune chance de survie à long terme car elle ne peut plus se reproduire efficacement. Pour bien comprendre l'ampleur de la catastrophe, examinons quelques groupes spécifiques et leur destin dans les heures et les jours suivant l'impact. Commençons par les dinosaures non-aviens, les créatures qui symbolisent le Crétacé et dont la disparition définit cette extinction. Les dinosaures avaient évolué en une diversité stupéfiante au cours de leurs 165 millions d'années de domination. Il existait des centaines d'espèces, des minuscules dinosaures à plumes pas plus gros qu'un poulet aux gigantesques sauropodes pesant 70 tonnes. Les théropodes, les dinosaures carnivores, incluaient certaines des créatures les plus fascinantes du Crétacé. Le Tyrannosaurus rex, probablement le plus célèbre de tous les dinosaures, était l'apex prédateur de l'Amérique du Nord. Mesurant jusqu'à 13 mètres de long et pesant jusqu'à 9 tonnes. C'était l'un des plus grands carnivores terrestres ayant jamais existé. Ses mâchoires pouvaient exercer une pression de 57 000 newtons, suffisamment pour broyer les os. Ses dents, en forme de banane géante, mesuraient jusqu'à 30 cm de long. Racines comprises, mais toute cette puissance n'a servi à rien face à l'astéroïde. Les tyrannosaures vivant dans un rayon de 1000 km du point d'impact ont été tués dans la première heure, soit par l'onde de choc, soit par la chaleur intense, soit par les incendies. Ceux qui vivaient plus loin ont survécu initialement, mais ont été confrontés à un environnement apocalyptique.
sans herbivores à chasser, et avec leur métabolisme élevé nécessitant de grandes quantités de nourriture, les tyrannosaures ont commencé à mourir de faim dans les semaines suivant l'impact. Certains ont peut-être survécu en tant que charognards, se nourrissant des carcasses des herbivores morts, mais cette source de nourriture était limitée. Une fois les carcasses consommées ou décomposées, il n'y avait plus rien à manger. Le dernier tyrannosaure a probablement survécu pendant 6 à 12 mois après l'impact avant de mourir de faim. C'était peut-être un mâle solitaire, errant dans un paysage désolé et cendré, rugissant de frustration et de faim sans comprendre pourquoi son monde s'était effondré. Sa mort a marqué la fin d'une lignée de super-prédateurs qui remontait à plus de 100 millions d'années. Les hadrosaures, ou dinosaures à bec de canard, étaient les herbivores dominants de l'Amérique du Nord et de l'Asie. Ils vivaient en grands troupeaux, parfois composés de milliers d'individus. Ces troupeaux se déplaçaient à travers les paysages, broutant la végétation basse. Les hadrosaures avaient développé une adaptation remarquable pour traiter la végétation dure, des batteries dentaires composées de centaines de dents minuscules arrangées en surface de broyage. Ces batteries dentaires se renouvelaient continuellement tout au long de la vie de l'animal. Les hadrosaures étaient particulièrement vulnérables à l'extinction. Leur vie en grands troupeaux signifiait qu'ils étaient concentrés dans certaines zones. Lorsque l'onde de choc de l'impact a frappé ces zones, des milliers d'hadrosaures ont été tués simultanément. Les survivants ont été confrontés à la disparition de leur source de nourriture. Les hadrosaures nécessitaient de très grandes quantités de végétation pour soutenir leur masse corporelle, qui pouvait atteindre 3 ou 4 tonnes. Lorsque les plantes sont mortes, les hadrosaures ont rapidement suivi. La dernière population d'hadrosaures a peut-être survécu dans une région isolée de l'Asie, peut-être en Mongolie ou en Chine, où les effets initiaux de l'impact étaient moins sévères. Mais même là, l'obscurité globale a fini par tuer les plantes. Les hadrosaures ont probablement disparu dans les 3 à 6 mois suivant l'impact. Leur disparition a marqué la fin d'une des lignées de dinosaures les plus réussies, avec plus de 50 espèces connues ayant existé au cours du Crétacé supérieur. Les cératopsiens, comme le Tricératops, étaient d'autres herbivores majeurs. Le Tricératops, avec ses 3 cornes et sa large collerette osseuse, est l'un des dinosaures les plus reconnaissables. Il pesait jusqu'à 12 tonnes et mesurait jusqu'à 9 mètres de long. Ses cornes et sa collerette n'étaient pas seulement décoratives. Elles étaient utilisées dans les combats entre mâles pour la domination et peut-être pour la défense contre les prédateurs comme les tyrannosaures. Les Tricératops vivaient principalement dans les plaines d'Amérique du Nord. Beaucoup ont été tués dans la première heure de l'impact. Ceux qui ont survécu ont fait face au même problème que les autres herbivores, la disparition de leur nourriture. Les Tricératops se nourrissaient de plantes basses, utilisant leur bec pour couper la végétation et leur batterie dentaire pour la mâcher. Sans ces plantes, ils ne pouvaient pas survivre. Le dernier Tricératops est probablement mort dans les 4 à 8 mois suivant l'impact. Les sauropodes, les plus grands animaux terrestres ayant jamais existé, étaient déjà en déclin à la fin du Crétacé. Leur diversité avait diminué par rapport au Jurassique, lorsqu'ils dominaient tous les continents. Au Crétacé supérieur, les sauropodes étaient principalement confinés au continent du Sud, l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Inde et l'Australie. Les titanosaures, le groupe de sauropodes dominant du Crétacé, incluait certaines des plus grandes créatures ayant jamais vécu. Argentinosaurus pouvait peser jusqu'à 100 tonnes et mesurer jusqu'à 40 mètres de long. Ces géants étaient incroyablement vulnérables à l'extinction. Leurs besoins énergétiques énormes signifiaient qu'ils devaient manger presque constamment. Un sauropode de 60 tonnes devait consommer environ 600 kg de végétation par jour. Lorsque les plantes ont disparu après l'impact, les sauropodes n'avaient aucune chance. Leur grande taille, qui avait été un avantage pendant des millions d'années, est devenue un handicap fatal. Les sauropodes sont probablement parmi les premiers grands dinosaures à avoir disparu, peut-être dans les 2 à 3 mois suivant l'impact. Les ankylosaures, ces herbivores blindés avec leur corps couvert de plaques osseuses et leur queue en forme de massue, semblaient mieux équipés pour survivre à une catastrophe. Leur armure les protégeait des prédateurs et peut-être leur offrait une certaine isolation thermique. Certains ankylosaures, comme Ankylosaurus magniventris, pesaient jusqu'à 8 tonnes et étaient pratiquement invulnérables aux attaques. Mais leur armure ne pouvait pas les protéger de la faim. Comme tous les herbivores, ils dépendaient des plantes. Lorsque les plantes ont disparu, les ankylosaures ont disparu avec elles. Un détail intéressant sur les ankylosaures est leur système digestif.
Comme les ruminants modernes, ils avaient probablement des chambres de fermentation dans leurs intestins où des bactéries symbiotiques aidaient à décomposer la cellulose des plantes. Ce processus de fermentation produit de la chaleur. Il est possible que cette chaleur interne ait aidé certains ankylosaures à survivre plus longtemps dans le froid post-impact. Mais même cette adaptation n'était pas suffisante pour survivre à l'extinction complète de leur source de nourriture. Les ptérosaures, bien qu'ils ne soient pas techniquement des dinosaures, sont si étroitement associés à eux dans l'imaginaire populaire qu'il vaut la peine de discuter de leur destin. Les ptérosaures avaient régné dans les cieux pendant plus de 150 millions d'années. Au Crétacé supérieur, ils avaient atteint leur plus grande diversité et incluaient les plus grands animaux volants ayant jamais existé. Quetzalcoatlus northropy avait une envergure estimée entre 10 et 12 mètres, plus grande que celle de nombreux avions légers. Les ptérosaures étaient remarquablement bien adaptés au vol. Leurs os étaient creux et extrêmement légers. Leur corps était couvert d'une sorte de fourrure primitive appelée pycnofibre qui aidait à l'isolation thermique. Leurs ailes étaient formées d'une membrane de peau tendue entre un doigt extraordinairement allongé et le corps. Cette membrane était renforcée par des fibres d'actinofibres qui la rendaient à la fois solide et flexible. Mais toutes ces adaptations n'ont pas pu sauver les ptérosaures de l'extinction. Leur dépendance au vol s'est révélée être leur talon d'Achille. Le vol nécessite d'énormes quantités d'énergie. Les ptérosaures devaient manger fréquemment pour maintenir leur métabolisme élevé. De plus, le vol dépend de conditions atmosphériques appropriées. Les courants thermiques ascendants que les grands ptérosaures utilisaient pour planer efficacement dépendent du réchauffement du sol par le soleil. Lorsque le soleil a été bloqué, ces courants thermiques ont disparu. Sans courant thermique, les grands ptérosaures devaient battre des ailes constamment pour rester en l'air, ce qui consommait encore plus d'énergie. Avec la nourriture qui se faisait rare et les dépenses énergétiques qui augmentaient, les ptérosaures se sont rapidement retrouvés dans une situation impossible. La plupart sont probablement morts dans les premiers jours ou semaines après l'impact. Les plus petites espèces, qui pouvaient se percher et se reposer facilement, ont peut-être survécu un peu plus longtemps, mais elles aussi ont fini par succomber. Le dernier ptérosaure a probablement disparu dans les 3 à 6 mois suivant l'impact. Tournons maintenant notre attention vers les créatures qui ont survécu à cette première heure mortelle et aux jours qui ont suivi, car leur histoire est tout aussi importante pour comprendre le monde moderne. Les mammifères, ces créatures modestes qui vivaient dans l'ombre des dinosaures, allaient hériter de la Terre. Mais ce n'était pas garanti. Même pour les mammifères, la survie était un défi immense. Les mammifères du Crétacé supérieur étaient très différents de ceux d'aujourd'hui. La plupart étaient petits, pas plus gros qu'un rat ou un écureuil. Quelques espèces atteignaient la taille d'un chat ou d'un raton laveur, mais c'était exceptionnel. Leur petite taille était une adaptation à la vie dans un monde dominé par les dinosaures. Être petit permettait de se cacher facilement, de nécessiter moins de nourriture et de se reproduire rapidement. Les mammifères du Crétacé étaient également principalement nocturnes. Pendant la journée, lorsque les dinosaures étaient actifs, les mammifères se cachaient dans des terriers, des crevasses ou des arbres creux. La nuit, lorsque les dinosaures, étant des reptiles, étaient moins actifs, les mammifères sortaient pour chercher de la nourriture. Cette vie nocturne avait conduit au développement d'excellents sens de l'ouïe et de l'odorat, ainsi qu'à de grands yeux adaptés à la vision dans l'obscurité. Ces adaptations, développées pour survivre dans un monde de dinosaures, se sont révélées parfaitement adaptées pour survivre dans le monde post-impact. La vie nocturne signifiait que les mammifères étaient déjà habitués à l'obscurité. Lorsque le ciel s'est obscurci après l'impact, les mammifères n'ont pas été aussi désavantagés que les dinosaures, qui dépendaient de la lumière du jour. Les terriers offraient une protection contre les températures extrêmes, la fumée et les pluies acides. La capacité à manger une grande variété d'aliments signifiait que les mammifères pouvaient exploiter des sources de nourriture que d'autres animaux ne pouvaient pas utiliser. Un des groupes de mammifères les plus importants pour notre histoire est celui des placentaires, les ancêtres de la plupart des mammifères modernes. Les placentaires se distinguent des marsupiaux et des monotrèmes par leur mode de reproduction. Les embryons se développent à l'intérieur de la mère, nourris par un placenta qui permet l'échange de nutriments et de déchets entre la mère et le fœtus. Cette méthode de reproduction permet de produire des jeunes plus développés qui ont une meilleure chance de survie. Les placentaires du Crétacé étaient encore relativement peu diversifiés. Il existait peut-être une 50aine d'espèces réparties en quelques groupes majeurs. L'un de ces groupes, les insectivores, incluait les ancêtres des musaraignes, des taupes et des hérissons modernes.
Ces petites créatures se nourrissaient d'insectes, de vers et d'autres invertébrés. Leur régime alimentaire s'est révélé être un avantage crucial après l'impact. Les insectes, avec leur cycle de vie court et leur capacité à survivre dans des conditions difficiles, n'ont pas été aussi affectés que les vertébrés par l'extinction. Les insectes peuvent entrer en diapause, un état de dormance métabolique, pour survivre aux périodes défavorables. Leurs larves peuvent vivre dans le sol, dans le bois mort ou dans l'eau, les protégeant des pires effets de l'impact. Beaucoup d'insectes se nourrissent de matière organique en décomposition qui était abondante après l'extinction. Par conséquent, bien que certaines espèces d'insectes se soient éteintes, la diversité globale des insectes n'a pas été aussi réduite que celle des vertébrés. Cette survie des insectes a fourni une source de nourriture continue pour les mammifères insectivores. Pendant que les dinosaures mouraient de faim, faute de plantes fraîches, les mammifères pouvaient encore trouver des insectes à manger. Cette différence dans la disponibilité de la nourriture explique en grande partie pourquoi les mammifères ont mieux survécu que les dinosaures. Un autre groupe important de mammifères placentaires était les proto-ongulés, les ancêtres des mammifères à sabots modernes. Ces créatures étaient petites au Crétacé, pas plus grosses qu'un lapin, mais elles avaient déjà développé certaines des caractéristiques qui permettraient à leurs descendants de devenir les herbivores dominants de l'ère cénozoïque. Elles avaient des dents adaptées pour mâcher la matière végétale et des systèmes digestifs capables de décomposer la cellulose. Après l'extinction, lorsque les plantes ont commencé à repousser, ces proto-ongulés étaient bien positionnés pour exploiter cette nouvelle végétation. Leur petite taille signifiait qu'ils n'avaient pas besoin d'autant de nourriture que les grands dinosaures herbivores. Ils pouvaient survivre en grignotant des pousses, des graines et des fruits. Au fil du temps, alors que les écosystèmes se rétablissaient, ces petits herbivores ont évolué et se sont diversifiés, donnant naissance aux chevaux, aux vaches, aux éléphants et à tous les autres ongulés modernes. Les primates, le groupe auquel nous, les humains appartenons, ont également survécu à l'extinction. Les primates du Crétacé, comme Purgatorius, étaient de minuscules créatures arboricoles pas plus grosses qu'un écureuil. Ils vivaient dans les arbres, se nourrissant d'insectes, de fruits et de sève. Leur vie arboricole offrait une certaine protection contre les prédateurs terrestres et peut-être aussi contre certains des effets de l'impact. Les arbres, bien que beaucoup aient été détruits par les incendies, n'ont pas tous disparu. Certaines forêts, particulièrement celles dans des zones humides ou sur des îles isolées, ont survécu relativement intactes. Les primates vivant dans ces refuges ont pu survivre à la période critique. Leur régime alimentaire omnivore, incluant à la fois des insectes et des matières végétales, leur donnait une flexibilité que les herbivores stricts n'avaient pas. Au cours des millions d'années suivantes, les primates se sont diversifiés et ont évolué, donnant finalement naissance aux singes, aux grands singes et, il y a environ 6 millions d'années, aux premiers hominidés qui conduiraient à l'humanité. Les marsupiaux, un autre groupe majeur de mammifères, ont également survécu à l'extinction. Les marsupiaux diffèrent des placentaires par leur mode de reproduction. Les jeunes naissent à un stade de développement très précoce et complètent leur développement dans une poche sur le ventre de la mère. Au Crétacé supérieur, les marsupiaux étaient présents en Amérique du Nord et du Sud. Ils étaient relativement diversifiés, avec des formes insectivores, carnivores et omnivores. Les marsupiaux ont survécu à l'extinction pour les mêmes raisons que les placentaires, leur petite taille, leur flexibilité alimentaire et leur capacité à se reproduire rapidement. Après l'extinction, les marsupiaux ont prospéré, particulièrement en Amérique du Sud, qui était isolée des autres continents. Là, ils ont évolué en une grande variété de formes, y compris des carnivores ressemblant à des loups et des herbivores ressemblant à des chevaux. Lorsque l'Amérique du Sud s'est reconnectée à l'Amérique du Nord, il y a environ 3 millions d'années, la plupart des marsupiaux sud-américains se sont éteints, incapables de concurrencer les placentaires qui migraient du Nord. Aujourd'hui, les marsupiaux survivent principalement en Australie et en Amérique du Sud. Les monotrèmes, le troisième groupe majeur de mammifères, ont également survécu à l'extinction. Les monotrèmes sont les mammifères les plus primitifs, conservant certaines caractéristiques reptiliennes comme la ponte d'œuf. Les monotrèmes étaient probablement plus diversifiés au Crétacé qu'ils ne le sont aujourd'hui, où ils sont représentés uniquement par l'ornithorynque et les échidnés d'Australie. La survie des monotrèmes est quelque peu mystérieuse, car la ponte d'œuf aurait pu être un désavantage dans les conditions post-impact. Cependant, leur présence en Australie, qui était éloignée du point d'impact et moins sévèrement affectée, a probablement contribué à leur survie. Passons maintenant aux oiseaux, les descendants directs des dinosaures théropodes. Les oiseaux du Crétacé supérieur étaient déjà assez diversifiés, bien qu'ils ne ressemblent pas tous aux oiseaux modernes.
il existait encore des oiseaux primitifs avec des dents et des griffes sur leurs ailes. Mais il existait aussi des oiseaux plus modernes, sans dents, et avec des ailes spécialisées pour différents types de vols. Les oiseaux ont survécu à l'extinction mieux que leurs cousins non-aviens, les dinosaures. Environ 50% des espèces d'oiseaux ont survécu, un taux beaucoup plus élevé que celui des dinosaures non-aviens, dont aucune espèce n'a survécu. Pourquoi cette différence? Plusieurs facteurs ont contribué à la survie des oiseaux. Premièrement, leur petite taille. La plupart des oiseaux du Crétacé étaient petits, pas plus gros qu'un corbeau ou un pigeon. Leur petite taille signifiait qu'ils nécessitaient moins de nourriture et pouvaient y trouver refuge plus facilement. Deuxièmement, leur capacité à voler leur donnait une mobilité que les dinosaures terrestres n'avaient pas. Les oiseaux pouvaient fuir rapidement les zones les plus dangereuses et rechercher des régions où les conditions étaient plus favorables. Troisièmement, certains oiseaux étaient aquatiques ou semi-aquatiques, vivant près des lacs, des rivières ou des océans. Ces environnements aquatiques offraient une certaine protection contre les incendies et les températures extrêmes. Les oiseaux aquatiques se nourrissaient de poissons, d'invertébrés aquatiques et de plantes aquatiques. Ces sources de nourriture ont été moins affectées que la végétation terrestre. Les algues et les plantes aquatiques, par exemple, ont continué à pousser dans l'eau, même si le ciel était obscurci, car l'eau filtre moins la lumière que l'atmosphère poussiéreuse. Quatrièmement, et c'est peut-être le plus important, les oiseaux qui ont survécu étaient principalement des espèces terrestres ou omnivores. Les oiseaux arboricoles, qui dépendaient des graines et des fruits des arbres, ont été gravement affectés lorsque les forêts ont brûlé. Mais les oiseaux terrestres, qui se nourrissaient de graines tombées au sol, d'insectes et de petits animaux, avaient plus de sources de nourriture alternatives. Les graines, en particulier, ont joué un rôle crucial dans la survie post-extinction. De nombreuses plantes produisent des graines capables de rester dormantes pendant de longues périodes, survivant à des conditions défavorables en attendant que les conditions s'améliorent. Après l'impact, le sol était couvert de graines de plantes qui avaient brûlé. Ces graines étaient une source de nourriture riche en énergie pour les oiseaux et les mammifères. Les oiseaux qui pouvaient manger ces graines avaient un avantage majeur. Explorons maintenant les écosystèmes marins et comment ils ont été affectés par l'extinction. Les océans du Crétacé grouillaient de vie, des eaux de surface ensoleillées aux profondeurs abyssales sombres. Mais cette vie était organisée en chaînes alimentaires complexes, et l'impact de l'astéroïde a perturbé ces chaînes à tous les niveaux. À la base de toutes les chaînes alimentaires marines se trouve le phytoplancton, ces organismes microscopiques unicellulaires qui utilisent la photosynthèse pour produire de l'énergie. Le phytoplancton comprend diverses algues, des diatomées, des dinoflagellés et des cyanobactéries. Ces organismes flottent dans les couches supérieures de l'océan, généralement dans les 100 premiers mètres, où la lumière pénètre suffisamment pour permettre la photosynthèse. Le phytoplancton est incroyablement important. Le produit environ la moitié de l'oxygène que nous respirons et est la base de presque toutes les chaînes alimentaires marines. Sans phytoplancton, il n'y aurait pas de zooplancton, pas de petits poissons, pas de grands poissons, pas de requins, pas de reptiles marins. Tout l'écosystème marin dépend de ces organismes microscopiques. Lorsque le ciel s'est obscurci après l'impact, le phytoplancton a été gravement affecté. Sans lumière solaire, la photosynthèse est impossible. Le phytoplancton a commencé à mourir en masse dans les jours suivant l'impact. On estime que 90% de la productivité phytoplanctonique a disparu dans les premières semaines. Cette mort massive a déclenché un effondrement en cascade de toute la chaîne alimentaire marine. Le zooplancton, qui se nourrit de phytoplancton, a rapidement suivi. Le zooplancton comprend une grande variété d'organismes, des protozoaires microscopiques aux larves de crustacés et de poissons. Ces organismes sont la nourriture principale de nombreux petits poissons et de certains grands animaux comme les baleines à fanon modernes et peut-être certains reptiles marins filtrants du Crétacé. Les foraminifères, ces protozoaires unicellulaires qui construisent des coquilles élaborées en carbonate de calcium, ont été particulièrement touchés. Les foraminifères étaient extrêmement diversifiés au Crétacé, avec des milliers d'espèces. Ils vivaient à la fois dans les eaux de surface et sur le fond marin. Leur mort en masse a laissé une signature claire dans les archives géologiques. Les roches formées juste après l'impact contiennent très peu de foraminifères, alors que celles d'avant l'impact en sont pleines. Les ammonites, ces céphalopodes à coquilles spiralées qui étaient si abondants au Crétacé, ont complètement disparu. Toutes les espèces d'ammonites, sans exception, se sont éteintes.
C'est remarquable car les ammonites étaient un groupe ancien et résilient. Elles avaient survécu à plusieurs extinctions de masse précédentes. Mais l'extinction du Crétacé-Paléogène a été trop sévère même pour elles. Plusieurs facteurs ont contribué à l'extinction des ammonites. Premièrement, l'acidification des océans a affaibli leurs coquilles. Deuxièmement, l'effondrement de la chaîne alimentaire a réduit leur nourriture. Troisièmement, les ammonites avaient un cycle de vie qui les rendait vulnérables. Elles pondaient de nombreux petits œufs qui éclosaient en minuscules larves planctoniques. Ces larves passaient les premières semaines de leur vie flottant dans le plancton, se nourrissant de phytoplancton et de zooplancton. Lorsque le plancton a disparu, toutes les larves d'ammonites sont mortes. Même si certains adultes ont survécu, l'absence de recrutement de nouveaux juvéniles signifiait que la population ne pouvait pas se maintenir. Les nautiles, proches cousins des ammonites, ont survécu. Les nautiles modernes descendent directement des nautiles du Crétacé. Pourquoi les nautiles ont-ils survécu alors que les ammonites ont disparu? La différence clé réside dans leur écologie. Les nautiles vivent dans des eaux plus profondes que les ammonites et ont un mode de vie plus opportuniste. Ils peuvent survivre avec moins de nourriture et peuvent manger une plus grande variété de proies. De plus, les nautiles pondent des œufs plus gros qui produisent des jeunes plus développés, plutôt que des larves planctoniques vulnérables. Ces différences, bien que subtiles, ont fait la différence entre l'extinction et la survie. Les bélemnites, d'autres céphalopodes apparentés aux calmars modernes, se sont également éteintes. Les bélemnites avaient des coquilles internes, contrairement aux ammonites dont les coquilles étaient externes. Ces coquilles internes, appelées rostres, sont fréquemment trouvées dans les roches du Crétacé. Comme les ammonites, toutes les espèces de bélemnites ont disparu lors de l'extinction. Les calmars et les pieuvres, qui sont également des céphalopodes, mais n'ont pas de coquilles calcaires, ont mieux survécu. Cela suggère que la dépendance aux coquilles en carbonate de calcium était un handicap dans les océans acidifiés post-impact. Les reptiles marins ont été gravement touchés. Les mosasaures, ces superprédateurs qui dominaient les mers du Crétacé, se sont complètement éteints. Toutes les espèces de mosasaures, plésiosaures, pliosaures et autres reptiles marins ont disparu. Seuls les crocodiles marins ont survécu et même eux ont vu leur diversité considérablement réduite. L'extinction des reptiles marins est intéressante car elle contraste avec la survie des mammifères marins, qui n'existaient pas encore au Crétacé, mais qui évolueraient plus tard pour remplir les niches écologiques laissées vacantes. Pourquoi les reptiles marins ont-ils tous disparu? Plusieurs facteurs sont probablement en jeu. Premièrement, leur grande taille. La plupart des reptiles marins du Crétacé supérieur étaient grands, mesurant plusieurs mètres de long. Leur grande taille signifiait qu'ils avaient besoin de beaucoup de nourriture. Lorsque la chaîne alimentaire marine s'est effondrée, les grands prédateurs ont été les plus affectés. Deuxièmement, leur mode de reproduction. Les reptiles marins pondaient probablement des œufs sur les plages, comme les tortues marines modernes, ou donnaient naissance à des jeunes vivants dans l'eau. Dans les deux cas, les jeunes étaient vulnérables. Si les reptiles marins pondèrent sur les plages, ces plages ont été dévastées par les tsunamis. Si les jeunes naissaient dans l'eau, ils dépendaient d'un approvisionnement alimentaire abondant pour grandir rapidement. Lorsque cet approvisionnement a disparu, les jeunes sont morts. Troisièmement, leur métabolisme. Bien que certains scientifiques pensent que les reptiles marins du Crétacé avaient peut-être un métabolisme plus élevé que les reptiles modernes, ils n'étaient probablement pas entièrement endothermiques comme les mammifères. Cela signifie qu'ils dépendaient encore partiellement de la température externe pour réguler leur température corporelle. Le refroidissement des océans après l'impact a probablement affecté leur physiologie, ralentissant leur métabolisme et les rendant moins capables de chasser efficacement. Les tortues marines, en revanche, ont survécu. Plusieurs espèces de tortues marines ont traversé l'extinction et leurs descendants vivent encore aujourd'hui. La survie des tortues marines est remarquable étant donné qu'elles partagent de nombreuses caractéristiques avec les reptiles marins éteints. Elles sont grandes, pondent des œufs sur les plages et dépendent de la température externe. La différence clé semble être leur régime alimentaire. De nombreuses tortues marines sont omnivores ou herbivores, se nourrissant d'algues, d'herbes marines, de méduses et d'autres proies relativement abondantes. Elles ne dépendent pas d'une chaîne alimentaire complexe comme les reptiles marins prédateurs. De plus, les tortues marines ont une physiologie qui leur permet de survivre avec peu de nourriture pendant de longues périodes. Elles peuvent réduire leur métabolisme et entrer dans un état de torpeur. Cette capacité à survivre à la famine a probablement été cruciale dans les mois suivant l'impact. Les poissons ont montré des taux de survie variables. Les poissons osseux, qui incluent la plupart des poissons modernes,
ont été touchés mais sont restés diversifiés. Les poissons cartilagineux, comme les requins et les raies, ont également survécu relativement bien. Les poissons ont plusieurs avantages qui ont facilité leur survie. Premièrement, leur grande diversité. Il existait des milliers d'espèces de poissons au Crétacé, vivant dans une variété d'habitats des récifs coralliens aux profondeurs abyssales. Cette diversité signifiait que même si de nombreuses espèces se sont éteintes, beaucoup d'autres ont survécu. Deuxièmement, leur flexibilité écologique. Les poissons peuvent manger une grande variété d'aliments. Certains sont herbivores, d'autres carnivores, d'autres omnivores, d'autres détritivores. Cette flexibilité alimentaire a permis aux poissons de s'adapter aux changements dans la disponibilité de la nourriture. Troisièmement, leur capacité reproductive. De nombreux poissons pondent des milliers ou des millions d'œufs. Même si le taux de survie des jeunes est faible, le nombre élevé d'œufs augmente les chances que certains survivent. Cette stratégie reproductive permet aux populations de poissons de se rétablir rapidement après une catastrophe. Les requins, ces prédateurs anciens qui avaient déjà survécu à plusieurs extinctions de masse, ont une fois de plus démontré leur résilience. Les requins du Crétacé étaient diversifiés, allant de petites espèces se nourrissant de mollusques à de grands prédateurs chassant d'autres requins et reptiles marins. Bien que certaines espèces de requins se soient éteintes, le groupe dans son ensemble a survécu. Les requins modernes descendent directement des requins du Crétacé. La survie des requins s'explique par plusieurs facteurs. Premièrement, leur position dans la chaîne alimentaire. Bien que les requins soient des prédateurs, beaucoup sont également des charognards opportunistes. Ils peuvent manger des carcasses aussi bien que des proies vivantes. Après l'impact, lorsque de nombreux animaux marins mouraient, il y avait une abondance temporaire de charognes. Les requins pouvaient exploiter cette ressource. Deuxièmement, leur physiologie. Les requins ont un métabolisme relativement bas pour des prédateurs actifs. Ils peuvent survivre pendant des semaines sans manger. Cette capacité à jeûner a probablement aidé les requins à traverser les périodes de pénurie alimentaire. Troisièmement, leur diversité d'habitat. Les requins vivaient à toutes les profondeurs, des eaux de surface aux profondeurs abyssales. Cette diversité signifiait que même si les requins de surface étaient affectés par l'effondrement de la chaîne alimentaire superficielle, les requins des profondeurs, qui dépendaient de la neige marine et d'autres sources de nourriture alternatives, pouvaient survivre. Les invertébrés marins ont montré des taux de survie très variables. Les mollusques bivalves, comme les palourdes et les huîtres, ont été modérément affectés. Environ 30% des espèces se sont éteintes. Les survivants étaient principalement des espèces qui vivaient enfouies dans les sédiments et qui se nourrissaient de matière organique en décomposition. Ces espèces étaient moins dépendantes du phytoplancton vivant et pouvaient survivre avec les nutriments présents dans les sédiments. Les gastéropodes, comme les escargots et les limaces de mer, ont également montré des taux de survie variables. Les espèces herbivores qui broutaient les algues ont été touchées lorsque les algues ont disparu. Mais les espèces détritivores et carnivores ont mieux survécu. Les échinodermes, comme les oursins, les étoiles de mer et les concombres de mer, ont été modérément touchés. Environ 40% des espèces se sont éteintes. Les échinodermes ont une larve planctonique, ce qui les rendait vulnérables à l'effondrement du plancton. Mais leur diversité et leur présence à toutes les profondeurs ont permis à de nombreuses espèces de survivre. Les coraux ont été gravement touchés. 98% des espèces de coraux constructeurs de récifs se sont éteintes. Les récifs coralliens qui avaient prospéré pendant le Crétacé ont presque entièrement disparu. La construction de récifs ne reprendrait qu'environ 10 millions d'années après l'extinction. L'extinction des coraux s'explique par plusieurs facteurs. Premièrement, les coraux dépendent d'algues symbiotiques appelées zooxanthelles qui vivent dans leurs tissus et qui utilisent la photosynthèse pour produire de l'énergie. Lorsque la lumière a été bloquée, les zooxanthelles sont mortes, privant les coraux de leur principale source d'énergie. Deuxièmement, l'acidification des océans a rendu difficile pour les coraux de construire leur squelette calcaire. Troisièmement, les coraux sont sensibles aux changements de température. Le refroidissement des océans après l'impact a stressé les coraux au-delà de leur capacité d'adaptation. La disparition des récifs coralliens a eu des conséquences écologiques majeures. Les récifs sont des hotspots de biodiversité, abritant des milliers d'espèces. Lorsque les récifs ont disparu, toutes les espèces qui en dépendaient ont également disparu ou ont été gravement affectées. Pour conclure notre exploration de l'heure la plus meurtrière de l'histoire de la Terre, examinons les conséquences à plus long terme et les leçons que nous pouvons tirer de cet événement catastrophique.
L'impact de l'astéroïde de Chicxulub n'a pas seulement tué 75% des espèces existantes, il a également remodelé fondamentalement la trajectoire de l'évolution de la vie sur Terre, créant les conditions qui ont permis l'émergence de nouvelles formes de vie, y compris, finalement, l'humanité. Dans les semaines et les mois suivant l'impact, la Terre était plongée dans ce que les scientifiques appellent un hiver d'impact. Le ciel restait obscurci par les poussières et les aérosols sulfatés. La température moyenne globale est restée 10 à 15 degrés inférieure à la normale. Les océans se sont refroidis. Les précipitations ont diminué sur de vastes régions alors que le cycle de l'eau était perturbé. C'était un monde sombre, froid et inhospitalier. Mais la vie est remarquablement résiliente. Même dans ces conditions extrêmes, certains organismes ont trouvé des moyens de survivre et même de prospérer. Les bactéries et les champignons, en particulier, ont bien résisté à l'extinction. Ces organismes ne dépendent pas de la photosynthèse. Ils peuvent tirer leur énergie de la décomposition de la matière organique morte. Et après l'extinction, il y avait une abondance de matière organique morte. Les champignons ont connu une expansion massive dans les mois suivant l'impact. Les archives fossiles montrent un pic spectaculaire de spores fongiques dans les sédiments déposés juste après l'extinction. Les scientifiques appellent cela le pic des champignons. Ce pic reflète une période où les champignons dominaient les écosystèmes terrestres, se nourrissant des forêts mortes et des carcasses d'animaux. Cette domination fongique a probablement duré plusieurs années avant que les plantes ne commencent à se rétablir. Les plantes ont commencé à repousser lorsque la lumière du soleil a commencé à percer à travers les nuages de poussière. On estime que la phase la plus sombre de l'hiver d'impact a duré environ 6 mois à 1 an. Après cela, suffisamment de lumière atteignait la surface pour permettre une photosynthèse limitée. Les premières plantes à repousser étaient des espèces opportunistes à croissance rapide, similaires aux plantes pionnières qui colonisent les zones perturbées aujourd'hui. Les fougères ont été parmi les premières plantes à se rétablir. Les fougères se reproduisent par des spores qui peuvent rester dormantes pendant de longues périodes. Lorsque les conditions se sont améliorées, ces spores ont germé, créant de vastes champs de fougères. Les archives fossiles montrent une période appelée le pic des fougères, similaire au pic des champignons mais légèrement postérieure. Cette période a duré plusieurs milliers d'années avant que des écosystèmes plus complexes ne commencent à se développer. Les plantes à fleurs, qui avaient évolué relativement récemment au Crétacé, se sont avérées particulièrement résilientes. Leur capacité à se reproduire rapidement et à se disperser efficacement grâce aux graines leur a donné un avantage dans la recolonisation des paysages dévastés. Au cours des millions d'années suivantes, les plantes à fleurs sont devenues de plus en plus dominantes, remplaçant en grande partie les conifères et les fougères qui avaient dominé les ères précédentes. Aujourd'hui, les plantes à fleurs représentent environ 90% de toutes les espèces végétales. Le rétablissement des écosystèmes marins a été plus lent. Le phytoplancton a commencé à se rétablir lorsque la lumière a atteint les océans, mais il a fallu des milliers d'années pour que la diversité du plancton revienne au niveau pré-extinction. Les chaînes alimentaires marines se sont lentement reconstituées, de bas en haut. D'abord le plancton, puis les petits poissons, puis les plus gros poissons, et finalement les grands prédateurs. Les niches écologiques laissées vacantes par l'extinction des reptiles marins n'ont pas été immédiatement comblées. Pendant plusieurs millions d'années, les océans manquaient de grands prédateurs. Ce n'est qu'environ 10 millions d'années après l'extinction que de nouveaux grands prédateurs sont apparus. Étonnamment, ces nouveaux prédateurs n'étaient pas des reptiles, mais des mammifères. Les premiers cétacés, les ancêtres des baleines et des dauphins modernes, ont évolué à partir de mammifères terrestres qui sont retournés à la mer. Au cours des millions d'années suivantes, ces cétacés ont évolué pour remplir les niches écologiques autrefois occupées par les mosasaures et les plésiosaures. Sur Terre, la disparition des dinosaures a créé une opportunité sans précédent pour les mammifères. Pendant plus de 150 millions d'années, les mammifères étaient restés petits, vivant dans l'ombre des dinosaures. Mais maintenant, avec les dinosaures disparus, les mammifères pouvaient explorer de nouvelles niches écologiques. Ils pouvaient devenir plus grands, ils pouvaient devenir diurnes, ils pouvaient se spécialiser dans des régimes alimentaires variés. L'évolution des mammifères après l'extinction a été remarquablement rapide. Dans les 10 millions d'années suivant l'impact, les mammifères avaient évolué d'une taille maximale de quelques kilogrammes à des tailles allant jusqu'à plusieurs centaines de kilogrammes. De nouveaux groupes de mammifères sont apparus, remplissant les niches laissées par les dinosaures. Des herbivores de toute taille, des petits rongeurs aux grands ongulés, des carnivores, des petits insectivores aux grands prédateurs, des mammifères arboricoles comme les primates, des mammifères volants comme les chauves-souris, des mammifères aquatiques comme les baleines.
Cette radiation évolutive rapide des mammifères est appelée la radiation adaptative Paléocène-Éocène. Elle représente l'une des périodes les plus importantes de l'évolution des mammifères. C'est pendant cette période que les groupes majeurs de mammifères modernes sont apparus et se sont diversifiés. Les primates, les rongeurs, les carnivores, les ongulés, les cétacés, tous remontent à cette période de diversification rapide après l'extinction. Les oiseaux ont également connu une radiation évolutive après l'extinction. La disparition des ptérosaures a laissé le ciel ouvert aux oiseaux. Dans les millions d'années suivantes, les oiseaux ont évolué en une grande variété de formes, des minuscules colibris aux énormes oiseaux terrestres, incapables de voler. La plupart des ordres d'oiseaux modernes sont apparus dans les 10 millions d'années suivant l'extinction. Aujourd'hui, il existe environ 10 000 espèces d'oiseaux, un témoignage de leur succès évolutif après avoir survécu à l'extinction. L'extinction du Crétacé-Paléogène nous enseigne plusieurs leçons importantes. Premièrement, elle démontre la vulnérabilité de la vie face aux catastrophes globales. Même les dinosaures, qui avaient dominé la Terre pendant plus de 160 millions d'années, ont été anéantis en quelques mois. Aucune lignée, aussi réussie soit-elle, n'est à l'abri de l'extinction si les conditions changent suffisamment rapidement et drastiquement. Deuxièmement, elle montre l'importance de la diversité et de la flexibilité. Les groupes qui ont survécu à l'extinction n'étaient pas nécessairement les plus forts ou les plus grands. C'étaient ceux qui étaient les plus flexibles, capables de s'adapter à des conditions changeantes, capables de manger une variété d'aliments, capables de vivre dans différents habitats. La diversité est une assurance contre l'extinction. Plus un groupe est diversifié, plus il a de chances d'avoir au moins quelques espèces capables de survivre à une catastrophe. Troisièmement, elle illustre le rôle du hasard dans l'évolution. Si l'astéroïde avait manqué la Terre ou avait frappé quelques millions d'années plus tôt ou plus tard, l'histoire de la vie aurait été complètement différente. Les dinosaures auraient peut-être continué à dominer, les mammifères seraient peut-être restés petits et nocturnes, les primates n'auraient peut-être jamais évolué et l'humanité n'existerait probablement pas. Notre existence est, dans un sens très réel, le résultat d'un accident cosmique qui s'est produit il y a 66 millions d'années. Quatrièmement, elle nous rappelle que les extinctions, aussi dévastatrices soient-elles, créent également des opportunités. L'extinction des dinosaures a été une tragédie pour ces magnifiques créatures, mais elle a ouvert la voie à l'évolution des mammifères et finalement à l'émergence de l'humanité. Sans cette extinction, nous ne serions pas là pour en parler. C'est un rappel que dans la nature, la destruction et la création sont intimement liées. Les vieilles formes doivent céder la place pour que de nouvelles formes puissent émerger. Enfin, l'extinction du Crétacé-Paléogène a des implications pour notre monde moderne. Nous vivons actuellement dans une période de changement environnemental rapide, largement causée par les activités humaines. Le climat change, les habitats sont détruits, les espèces disparaissent à un rythme alarmant. Certains scientifiques pensent que nous sommes au début d'une 6e extinction de masse, celle-ci causée non par un astéroïde, mais par l'humanité elle-même. L'étude des extinctions passées peut nous aider à comprendre ce qui pourrait arriver si nous ne changeons pas de cap. Elle peut nous montrer quels types d'espèces sont les plus vulnérables et lesquelles sont les plus résilientes. Elle peut nous aider à développer des stratégies de conservation pour protéger la biodiversité qui reste. Et elle peut nous rappeler que même si la vie trouve toujours un moyen de se rétablir après une catastrophe, ce rétablissement prend des millions d'années et que les formes de vie qui émergent sont souvent très différentes de celles qui ont disparu. L'heure la plus meurtrière de l'histoire de la Terre s'est terminée il y a 66 millions d'années, mais ses conséquences continuent de façonner notre monde aujourd'hui. Chaque mammifère que nous voyons, chaque oiseau qui chante, chaque fleur qui s'épanouit, tous sont les descendants des survivants de cette catastrophe. Nous, les humains, sommes nous aussi les héritiers de cet événement. Notre lignée de primates n'a survécu que parce que nos ancêtres étaient de petites créatures discrètes, capables de se cacher dans des terriers et de manger des insectes lorsque tout le reste mourait. En regardant le ciel nocturne, nous pouvons voir d'innombrables astéroïdes et comètes voyageant à travers le système solaire. La plupart ne représentent aucun danger pour la Terre. Mais statistiquement, tôt ou tard, un autre grand impact se produira. Ce n'est pas une question de si, mais de quand. Contrairement aux dinosaures, nous avons la technologie et la connaissance pour détecter les astéroïdes qui s'approchent et potentiellement pour dévier leur trajectoire. Nous avons la capacité de nous protéger d'une catastrophe similaire, mais nous devons également être conscients que nous créons nos propres catastrophes à un rythme alarmant. Le changement climatique, la déforestation, la pollution, la surpêche, tous ces facteurs contribuent à une perte massive de biodiversité.
Si nous continuons sur cette voie, les historiens futurs, si tant est qu'il y en ait, pourraient regarder notre époque comme le début d'une extinction de masse aussi dévastatrice que celle qui a tué les dinosaures. La différence est que cette fois, nous en sommes la cause, et nous avons le pouvoir de l'arrêter. L'histoire de l'heure la plus meurtrière de la Terre est une histoire de destruction et de renouveau, de mort et de vie, de fin et de commencement. C'est un rappel de la fragilité de la vie et de sa résilience remarquable. C'est une leçon d'humilité, nous rappelant que même les formes de vie les plus dominantes peuvent disparaître en un instant. Et c'est une source d'espoir, nous montrant que même après les catastrophes les plus dévastatrices, la vie trouve un moyen de persister, de s'adapter et de prospérer. 66 millions d'années après cet événement cataclysmique, nous nous tenons sur une planète transformée. Les dinosaures sont partis, remplacés par les mammifères et les oiseaux. Les reptiles marins géants ont cédé la place aux baleines et aux dauphins. Les forêts de conifères ont été largement remplacées par des forêts de plantes à fleurs. C'est un monde nouveau, né des cendres de l'ancien. Et quelque part dans ce monde nouveau, une petite lignée de primates a évolué, développant progressivement des cerveaux plus grands, une posture bipède, l'utilisation d'outils, le langage et finalement la conscience. Ces primates sont devenus nous, les humains, les héritiers ultimes de l'heure la plus meurtrière de l'histoire de la Terre. Notre existence même est un témoignage de la capacité de la vie à survivre, à s'adapter et à créer de la beauté et de la complexité même à partir des catastrophes les plus impensables.